une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités d'Atit. Je suis Quentin, avec moi, Doom Plante. Encore une fois, Case Me qui présente le podcast. Si vous voulez avoir un nouveau case avec un design original qui va vous représenter, c'est là que ça se passe pour votre téléphone, pour votre ordinateur. Allez jeter un coup d'œil à ce qu'ils ont, mais n'oubliez surtout pas, dis-je, d'utiliser notre code promo Sans Filtre pour 20% de rabais. Et de cette façon-là, ils vont savoir que c'est nous qui vous envoie. Donc, c'est bon pour tout le monde. Cette semaine, Dom, un honneur. Un honneur. Tu sais, des fois, on reçoit des demandes de gens qui veulent venir au podcast, puis on se dit, je peux pas croire que ça arrive. Ou ben tu sais, j'aurais pas pensé, mettons, avant de partir un podcast, qu'un jour je m'assirais avec la PDG d'Hydro-Québec pour juste jaser pendant 2 heures. Puis c'est ça qu'on a fait. Une femme inspirante, une femme d'une intelligence vraiment, ça crève les yeux que cette personne-là a une intelligence supérieure. Là, puis c'est vraiment... C'était un honneur finalement de la rencontrer, de parler de transition énergétique avec elle, d'énergie renouvelable, de son histoire à elle, comment elle a commencé comme étudiante en théâtre pour finalement finir PDG d'Hydro-Québec, une histoire qui n'a pas de bon sens. C'était vraiment un grand honneur, un grand plaisir de discuter avec elle. Puis pour ceux qui se demandent c'est quoi son nom, Sophie Brochu, évidemment. Donc avant d'aller à la conversation, on va remercier nos commanditaires. Merci beaucoup. Oui. Le podcast de cette semaine est présenté par Emma.ca. Emma.ca, c'est une plateforme en ligne pour aller chercher vos assurances-vie. Si vous êtes comme nous, vous arrivez dans la fleur de l'âge où est-ce qu'on commence à penser à devoir protéger les gens qui nous entourent, nos êtres chers, pour ne pas les laisser dans le trouble, dis-je, si quelque chose nous arrive. Eh bien, Emma.ca ont pris ce concept-là qui peut apparaître comme effrayant, puis ils l'ont simplifié pour nous le rendre accessible. C'est quoi les features sur Emma.ca? Les features sur Emma.ca, c'est que c'est simple, c'est qu'il n'y a aucun examen médical qui est nécessaire. On peut le faire 100% en ligne sur la plateforme ou par téléphone. Ça prend 20 minutes pour rester en pyjama et c'est réglé. Les prix sont super bons, sont super compétitifs. Tu sais, la vie, c'est fragile. Il faut en prendre soin. On ne sait pas ce qui peut arriver. Car la vie est si fragile. Luc Larachelière l'a dit, ça doit être vrai. C'est pour ça que ça nous prend une bonne assurance vie comme Emma.ca. Puis si vous ne savez pas exactement quelle assurance est la bonne pour vous, ben il y a un support en ligne qui va vous permettre de mieux vous diriger. Comme ça, vous n'allez pas payer trop pour quelque chose que vous n'avez pas besoin. Vous allez avoir exactement l'assurance que vous avez besoin. Tout ça dans le confort de votre foyer. Quoi demander de plus? Merci beaucoup, Emma.ca. Merci. Le podcast de cette semaine est présenté encore une fois par nos amis chez Polysleep. Oh yeah! C'est la saison des déménagements. Qui dit déménagement dit changement de matelas. C'est quand la dernière fois que vous avez changé votre matelas? Pensez-y pour vrai. Puis la réponse risque d'être « ça fait beaucoup trop longtemps ». C'est pour cette raison qu'on est fiers de s'associer avec Polysleep, une compagnie d'ici qui fait ses matelas à Montréal, fait que ça respecte l'environnement, considérant que votre matelas va faire beaucoup moins de chemin. Qu'est-ce que Polysleep nous propose d'autre? Ben, premièrement, déménager un matelas, c'est tannant, c'est chiant. C'est probablement une des choses les plus chères. D'abord, les électrodes. Dans l'escalier, ça passe pas. C'est pas évident. L'avantage de Polysleep, c'est que ton matelas, il arrive dans une boîte qui est pas grosse. Puis c'est facile à rentrer n'importe où, cette boîte-là. La livraison est gratuite, puis c'est super rapide. Donc, on commande ça, puis ils viennent te livrer ça. Puis en plus, tu as 100 nuits d'essai. Ça veut dire que si après un mois, tu te rends compte que pour une raison X, le matelas ne te convient pas, ils viennent le chercher aussi gratuitement, puis il n'y a pas de problème, tu es remboursé à l'intégralité, 100%. Puis en plus, ils reprennent le matelas dans le fond, puis ils font pas juste le repasser à quelqu'un d'autre, ils travaillent avec des organismes canadiens pour donner une deuxième vie au matelas. Fait que non, c'est aussi très cool, ça. Et si t'es à Montréal, ils peuvent même te livrer en vélo. Fait que, en plus, c'est écologique, c'est le fun, c'est friendly. On a un code promo pour vous, c'est POLYSFJ25. Il va être dans la description en dessous. Et ça, c'est du 28 juin au 19 juillet. Puis ça vous donne 25% de rabais sur tous les produits Polysleep. Yes. Et voilà. Merci.
Good, fait que c'est parti, on tourne. Merci beaucoup d'être là. Ben, merci à vous deux, à vous trois de m'avoir accueilli. C'est fin. C'est un réel plaisir, un honneur. Arrête ça, l'honneur. On pourrait parler de vraiment plein d'affaires, mais je veux qu'on commence par... Je lisais que tu avais fait le conservatoire d'art dramatique. Comment est-ce que quelqu'un qui fait le conservatoire d'art dramatique devient éventuellement PDG d'Hydro-Québec dans sa carrière? C'est quoi cette trajectoire-là? On parlait juste avant de rentrer en ondes qu'il n'y a pas vraiment de trajectoire prédéfinie, là. J'aimerais mieux comprendre. Oui, il n'y a pas grand-chose à comprendre, Charles. En fait, moi, tu sais, quand les gens me disent c'était quoi ton plan de carrière, un, il n'y en avait pas. Puis deux, moi, l'école, ça a été très difficile tout du long. J'étais pas bonne à l'école. J'étais pas bien à l'école. Qu'est-ce qui était restrictif? Ben, l'école, le critère de succès de l'école, c'est des notes. Mm-hmm. Fait que c'est quelqu'un d'autre qui a établi le critère de ton succès. Fait que, dans le fond, on est tous guéris toute notre vie à être le meilleur, d'avoir la meilleure note de ta classe, la meilleure note de l'école, la meilleure. Puis c'est comme ça qu'on définit, il est bon ou elle est bonne. Mm-hmm. Fait que moi, j'étais pas dans cette mouvance-là. J'apprenais pas comme ça. Fait qu'au lieu d'être la meilleure, je décidais d'être unique. Tu sais. Fait que c'est plus facile. C'est plus facile. Puis, fait que le primaire, c'était le fun parce que on est jeunes, on s'amuse. Puis, fait que ça, c'était chouette. Le secondaire, ça a été une tristesse infinie parce que je me suis ramassée dans un couvent de sœurs. Là, j'ai 58 ans, les gars. Là, on n'est pas pantoute à la même place. Là. Fait que j'ai fait 5 ans dans un couvent, juste des filles. Je trouvais ça plate à mort. Parce que moi, jeune, je jouais avec des gars. C'était à Lévis? C'est à Lévis, le couvent de Lévis. Puis c'est pas parce que l'école n'est pas le fun, là, puis tu sais, je les aide, les levées de fonds, puis tout, puis ils font un boulot remarquable. J'étais juste pas, moi, construite pour être là-dedans. Mm-hmm. Puis quand j'étais au secondaire, en même temps, je faisais le conservatoire de musique. OK. Fait que j'apprenais la clarinette. Ah ouais? Mais je voulais apprendre le piano. Mais chez nous, il n'y avait pas de place pour un piano. Mais il y avait de la place pour une clarinette. Ouais, je pense que c'était comme moins invasif dans ta ma mère. Anyway, fait que j'ai fait ça. Fait que puis ça a été... Le conservatoire de musique, c'était correct, mais... Bref, j'étais exposée à différentes affaires, mais je me cherchais beaucoup. Puis quand je suis arrivée au collège de Lévis, ben là, le collège, c'était le fun. D'abord, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Je me suis réveillée avec lui un matin. OK. Bon, fait que ça fait 40 quelques années. Félicitations. Ouais, ben, ces histoires-là sont de plus en plus rares. C'est lui qu'il faut que tu félicites. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que, mais ça a été extraordinaire. Puis à un moment donné, il s'appelle John. Je dis, John, tu t'en vas où, là? Il dit, je m'en vais aux auditions de théâtre. Ben, je dis, ben, ça me parle d'une bonne idée, ça. Fait que j'allais faire les auditions de théâtre avec lui. Puis là, on avait 2 profs. C'était Denis Bernard, qui venait de finir le conservatoire, puis Robert Lepage. Avant. Alors, qui étaient, les 2 n'étaient pas connus, là, mais les 2 portaient ce qu'ils sont devenus. Là. Ouais. Fait que tu peux t'imaginer que c'était extraordinaire. Là. Ouais. Alors. Puis est-ce que là, c'est une espèce de déclic pour toi? Est-ce que tu fais comment? Ça, c'est le fun. Ça, c'est très le fun. Ouais. En fait, ce qui a été le fun, c'est la créativité à PH. C'est de côtoyer. D'abord, c'est une espèce de compréhension de qui tu es. Puis, tu sais, au collège, tu as 16 ans, tu as 17 ans, c'est ton premier amoureux, c'est la vie, là. Ouais. C'est vraiment le fun. Et, fait que là, je me suis dit, ben écoute, c'est le fun, ça, puis j'aimais m'exprimer. Je me suis rendu compte que j'aimais communiquer, puis j'aimais jouer. C'est le fun de théâtre parce que tu joues, puis tu peux jouer une hyper méchante ou une. Tu sais, tu peux t'éclater. En tout cas, longue histoire courte, décide de faire les auditions du conservatoire. J'ai fait le conservatoire pour me rendre compte, au bout de quelques temps, que j'étais pas une artiste. Ah ouais? Ah, pas du... Comment cette réalisation-là arrive? Ben parce que tu es entouré de vrais artistes, de gens qui sont prêts à crever pour leur art, là. Puis à l'époque, au conservatoire, on n'avait pas le droit de travailler. Fait qu'il fallait que tu sois pauvre, fallait que tu crées dans la douleur. Il n'y avait pas le droit de travailler. Non. Mais c'est encore cette philosophie-là un peu. C'est quand tu es au conservatoire, tu fais que ça, tu es dédié à 100%, tu fais des longues journées, tu sais, puis c'est comme une petite bulle. Tu sais, moi, j'ai plusieurs amis là, qui l'ont fait puis qui le font. Puis c'est vraiment ça, là, c'est encore cette philosophie-là là, de travail acharné. En musique ou en théâtre? Ben, j'ai des amis en théâtre, mais aussi en musique, là, en fait. Là, puis les deux, moi j'ai étudié en musique, puis c'était ça aussi. Là, si t'es pas, là, t'as pas la discipline de faire, de pratique, puis tout ça, tu y arriveras pas. Là, fait que c'est pas moi, ça. Mm-hmm. Tu vois, puis moi, les religions, j'aime pas beaucoup ça. Fait qu'on rentrait en religion.
Alors, longue histoire courte, au bout d'1 an, j'ai quitté le conservatoire, puis ça les a jetés un peu à terre parce que tu pars pas du conservatoire d'habitude. Tu te fais dire, écoute, soit tu quittes, soit tu finis. C'est ça. Soit tu te fais mettre dehors ou tu finis. Ça. Ouais. C'est ça. Alors, parce que c'est un honneur là, d'être au conservatoire, parce que c'est tellement contingenté. C'est une chance. C'est tellement prestigieux. Non, mais c'est vraiment weird parce que... Puis là, écoute, ça remonte à quand même à 40 ans, là, ce que je te raconte, mais c'était une époque où on déconstruisait les gens. Ouais. Puis après ça, ils te reconstruisaient. Mm-hmm. Le bout où il manquait, c'est qu'il te laissait entre les deux. Tu étais tout seul. Fait que tu n'avais plus d'estime, tu savais plus qui t'étais. Tu étais mal dans ton corps. Puis là, tu attendais qu'un prof te reconstruise. Puis le Conservatoire de Québec a connu une époque de suicide. Hein? Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Alors, je dis pas que c'est à cause du conservatoire, mais il reste que... Fait, il y a une jeune femme qui était dans la 2e année du conservatoire, puis a décidé de s'enlever la vie, puis je savais qu'elle était dans cette période-là, puis moi, je me dis, il n'y a pas personne qui va me tirer à terre. Mm-hmm. Mais c'est surtout que j'étais pas une artiste, mais j'aimais côtoyer les artistes. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des amis artistes, puis chez moi... quand on a le droit de se recevoir, le samedi soir, il n'y a pas beaucoup de gens d'affaires, puis il y a plus d'agriculteurs ou il y a plus de gens qui font plein d'autres choses que de la business. Puis j'ai quelques amis comédiens. Mm-hmm. Fait que comment après ça? Ouais, c'est ça. Comment on parce que là, on est ailleurs complètement. Là. Ouais, en fait, là, ça fait... Puis là, on était partis ensemble, mon amoureux puis moi. Ouais. Fait que là, il fallait que j'étudie quelque chose, puis lui aussi, là. Lui non plus, la déconstruction, c'était pas pour lui? Non. Lui, il a fait le stage de l'École nationale. OK. En même temps que moi, je faisais le stage à Québec. Anyway, écoute, c'est une longue histoire, mais après ça, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mais là, t'as comme 18 ans, qu'est-ce que je veux faire? Puis d'ailleurs, c'est ça le système scolaire. T'sais. On embarque sur un tapis roulant, puis on est supposé savoir, en secondaire 3, t'as pas le droit de prendre une bière, t'as pas le droit de construire un auto, t'as pas le droit d'entrer dans un bar, mais il faut que tu décides ce que tu vas faire dans la vie ici. Ça n'a aucun sens. Ouais. T'as un choix à faire entre sciences nature ou sciences humaines en secondaire 3, quand il y a bien des affaires que t'as aucune idée. C'est ça. C'est quoi? Fait que rendu là, comme je savais pas ce que je voulais faire, cher, je me suis dit, on va essayer quelque chose de large, tu sais. Fait que j'ai pensé sociaux, politique, histoire, économie. Ah, économie. Correct, on va faire économie. Fait que j'ai fait économie. Mais encore là, le bac, ça a été correct. Mais, tu sais, des notes, j'avais C. Tu sais, quand j'avais C, je me disais, je suis correct, je vais finir mon bac. Puis c'était pas la grande passion, là. C'était pas j'ai trouvé ma vocation. Non. Puis en fait, plus j'avançais, moi, je me disais que j'allais être économiste dans la vie. Okay. Mais on avait des bons profs. C'est H.P. Rousseau qui a dirigé la caisse, Pierre Fortin. Super économiste qui est assez connu au Québec et puis ailleurs. C'est des bons profs, mais je vibrais pas. Puis à la dernière année du bac, on a comme droit dans la dernière année à un cours optionnel. Fait que là, tu te forces un peu, tu te dis, garde, il faut que je fasse un choix. Fait que là, j'ai choisi économie de l'énergie. Puis le prof qui nous enseignait, c'était un Syrien. Fait que déjà à Québec, c'était très différent. Antoine Ayoub. Puis, lui est arrivé en avant de la classe. On n'était pas beaucoup, parce que visiblement, l'économie de l'énergie, ça faisait pas triper grand monde. Il s'est assis. Il a allumé une gitane. Dans ce temps-là, on fumait. Gros cendrier. Fumait. Puis là, il s'est mis à nous parler de l'OPEP. On était dans le temps des chocs pétroliers. C'est qui l'OPEP? Les grandes compagnies de pétrole, les Exxon, les BP, les Shell, pourquoi il avait été créé. Puis là, les pays, les rois. Après ça, il te ramenait ça en Amérique, puis là, il parlait de la consommation de pétrole, puis après ça, il parlait du budget des familles. Écoute, je tombais en amour. Je me disais, hey, ça c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que j'ai eu un grand coup de foudre professionnel là, avec le monsieur. Puis je finis mon cours, puis j'ai A. Premier A de ma vie. Ça dit quelque chose. Fait que là, je dis, tabarnouche, là, la note, là, je collais, tu sais. Fait que je décide de faire une maîtrise. Fait que, mais je suis pas accepté à maîtrise parce que j'ai eu C tout le long. Fait qu'ils me disent, Madame Brochu, vous pouvez pas... non. Je dis, comment ça n'a pas de bon sens. Je viens de trouver quelque chose, je veux l'étudier. Puis là, j'ai fait un deal avec le type qui était responsable du programme. Je dis, écoute, admettez-moi, je vais prendre 5 cours, puis si j'ai pas A dans mes 5 cours, vous me mettrez dehors.
Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant, parce que moi aussi, c'était avec un deal que je suis rentré en maîtrise. OK. Parce que j'avais pas... Moi, c'était la création littéraire qui me faisait triper. Dans mes cours de création, j'avais juste des A puis des A+. Puis dans mes cours d'histoire, de littérature, des classiques français, ça m'intéressait pas pantoute, fait que j'avais des moins bonnes notes. Puis je suis rentré comme ça, là, en faisant un deal avec ma prof, justement. Là. Fait que ceux qui nous écoutent, ça se fait. Des deals. Si vous n'avez pas les notes pour rentrer en quelque chose, c'est pas... Il n'y a pas rien, il n'y a pas une porte qui vous bloque. Là. C'est quelqu'un qui décide si oui ou non vous entrez dans cette chose-là. Là. Ouais. Puis est-ce que la plupart du temps, ils veulent aussi que tu t'inscrives à une session supplémentaire. Ouais. Fait que t'as comme ça de ton bord. Là. Ouais. Non, t'as raison. Est-ce que c'est toujours là aussi que tu t'es aperçu que tu avais un talent pour la négociation? Écoute, en fait, je me suis jamais vue, moi, comme une négociatrice. Ouais. Moi, je me vois comme une personne qui crée des possibles. Fait que t'as quelque chose en tête, j'ai quelque chose en tête. Fait que si je gagne puis t'as perdu, on a tout perdu. Si tu gagnes, j'ai perdu, il s'est rien fait. Mais si tous les deux, on est contents de ce qu'on a mis en place. Fait que moi, je me mets plus en mode création qu'en mode négociation. Puis Fait qu'il y a un petit côté artiste qui c'est sûr. reste quand même. Je suis très, très habitée par ça. Je suis habitée par la créativité. Ouais. Je me considère pas comme une artiste parce qu'un artiste a quelque chose de plus profond, de plus ancré. Moi, je suis très intuitive. Je suis une fille de ventre. Je suis pas beaucoup dans la réflexion profonde. C'est très ancré sur une pensée riche et nourrie. Je suis plus une fille instinctive. Mais c'est de la créativité quand même. Oui. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on on a fait l'énergie, puis après ça, à la dernière année du bac, le prof me dit Ottawa donne des bourses, parce qu'on était dans le groupe ressources naturelles. Bon, Ottawa donne des bourses. Fait que là, la bourse, c'était pour aller en Nouvelle-Écosse, pour expliquer aux pêcheurs les quotas de pêche. Ben, c'est le fun, Je vais ça. aller faire ça. Fait que Je mon chum connais puis ça, moi, moi, on les dit- quotas de pêche. Mon chum puis moi, on dit, ben écoute, ça va être le fun. On va partir avec le chien, puis on va aller vivre en Nouvelle-Écosse. Puis on s'imaginait dans une cabane sur le bord de la mer. Puis ça va être le fun, tu sais. On va aller passer l'été là. Fait qu'on part avec le chien, pas rien. On sent que c'est pas ça qui s'en vient. Là. Fait qu'on arrive là-bas, puis je rencontre un fonctionnaire le vendredi qui m'explique ce qu'il faut que j'aille expliquer aux pêcheurs. Puis il me donne une carte avec c'est l'Est du Canada, puis des bancs de poissons là-dessus. Il m'explique que là, les bancs de poissons ont diminué, il y a moins de ressources, et donc il va falloir que les quotas de pêche soient réduits, puis là, il faut que tu expliques ça aux pêcheurs. OK. Qui, eux, dépendent de ça. Là. Que eux, ils vivent de ça. Ouais. Fait que Mais tu sais, dans ma c'est de la naïveté. job, c'est pas de la job agréable. Là. C'est Ouais, comme mais je aller l'avais pas annoncer à pogné des- que c'était pas agréable. Ouais, c'est ça. Mais Ottawa donne des bourses. Fait que À Dom. l'époque- celui à qui t'a expliqué ça, il était bien content que c'est toi qui ailles au bat après. Là. Ben écoute, oui, puis je pense que j'étais naïve. Alors, ça se passait dans le sous-sol d'une église le dimanche soir, la première séance. OK. Le dimanche soir, j'arrive avec ma carte. Je mets ça sur une espèce de lutrin. Dans ce temps-là, il y avait de la musique de la guitare. Là, tu sais, je mets ça sur le lutrin de la musique de la guitare. Puis, je me souviendrai de ça toute ma vie. Fait que là, j'explique ça dans mon anglais approximatif. Mais il était correct, il le pognait, là. Puis là, c'est tous des messieurs baraqués, là. Ils sont tous... ils te regardent. D'abord, une fille du Québec Ouais. qui m'expliquait qu'ils vont pêcher moins de poissons, tu sais, en partant, là. Tu sais. C'est difficile à eux autres de 3 balles, comprendre 2 qu'est-ce qui se prises, passe. là. Là. Ouais. Alors là, il y a un monsieur qui se lève, un pêcheur qui se lève, il est en arrière. Puis il marche tranquillement, puis il a sa veste carottée, là, tu sais. On devrait dire carolée, mais à Québec, on dit carottée. Fait qu'il arrive avec... puis là, il prend mon stylo feuille. J'avais un gros feutre, là, pour dessiner sa Un carte. marqueur. Là. Ouais. Fait que là, il s'en va au large, puis là, il fait des pointillés. Il fait une ligne pointillée. Fait qu'il me demande en anglais, il dit est-ce que vous savez c'est quoi, jeune fille? Ça. Non. Il dit ça, c'est la ligne des eaux internationales. OK. Fait que là, il dessine 2 bateaux. Un petit bateau puis un gros bateau. Puis le petit bateau, il y a un drapeau canadien dessus. Puis le gros bateau, il met un drapeau japonais. C'est facile à dessiner, hein? Ouais. Fait qu'il dit, c'est ça l'enjeu, mademoiselle. L'enjeu, c'est que les poissons don't fucking care de traverser la ligne. Fait que si c'est pas moi qui le pogne, c'est le gros japonais qui va s'en aller avec. Fait que je vais continuer à pêcher mon poisson. Je
trouvais qu'il y avait un bon point. Fait que le lendemain matin, j'appelle à Ottawa. Monsieur? Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de... Fait que j'appelle à Ottawa, puis j'ai dit, expliquez-moi ça. Il dit, il a raison, mais il faut qu'on diminue. Fait que là, on s'est comme rappé parce que je n'étais pas capable d'expliquer des folies de même. Puis John, qui devait enseigner le français à Dalhousie, en tout cas, anyway, fait qu'on s'est ramené, mais là, on n'avait plus de sous. On avait brûlé les sous qu'on avait pour prendre le traversier pour y aller, pour aller plus vite, parce qu'on avait le chien. Mais là, quand on est reparti, disons qu'on avait juste assez pour mettre de l'essence dans l'auto. Puis fait qu'on s'est ramené avec le chien. Là, t'arrives, il était fin juin, pas de job, pas d'appart, un chien, pas d'argent. Fait que là, je suis... Là, il y a des décisions qui doivent être prises. Fait que là, on a une gentille... la sœur de John est formidable. Elle nous a accueillis dans son salon avec le chien. Puis là, c'était clair qu'il fallait pas qu'on reste là longtemps. De toute façon, on pouvait pas faire ça. Alors, là, je me suis dit, tiens, j'avais vu, j'étais à l'Université de Laval, il y avait comme une espèce de tableau avec des jobs offerts. Mais là, tu sais, à la fin juin, il reste comme 3 feuilles, là. Fait que là, il y avait un boulot de guide touristique sur Louis Joliette à Québec. Vous connaissez ça? Ben oui. J'ai joué beaucoup de musique sur Louis Joliette. Bon, ben alors, c'est ça. Je dis, bon, ben regarde, ça va être ça mon été. Je vais être guide touristique sur Louis Joliette. Puis, fait que ils étaient déguisés, les guides, moi, quand j'étais là. Est-ce que toi, t'étais déguisé? Je me suis pas rendue là. Mais check belle affaire. On était à Saint-Romuald. Sa sœur, ma belle-sœur, vivait à Saint-Romuald. Fait que je prends le pont. Puis là, j'étais un peu à l'avance. En fait, j'étais pas mal à l'avance. Puis je regarde à gauche, puis c'est écrit S'occupe. Puis j'avais vu ça à l'université. Puis c'est Antoine qui m'avait parlé de ça. C'était une petite société d'État qui s'appelait la Société québécoise d'initiative pétrolière. À l'époque, le gouvernement voulait savoir si le Québec avait du pétrole. Il avait mis ça en place pour voir si on en avait. Ouais. C'était dans les années 70 que ça avait commencé, puis on fait de l'exploration. Anyway. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai du temps. Je vais aller là. Je vais aller voir, d'un coup. Puis je suis arrivée là, puis je vais aller dans un bureau que je connais personne, voir. Juste voir. Puis je suis arrivée là, puis il y avait une dame qui était là, dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, j'aimerais savoir la personne qui engage le monde, tu sais. Elle dit, avez-vous un rendez-vous? J'ai dit, non, j'ai pas de rendez-vous. Puis sur le champ, le gars qui s'occupe des ressources humaines sort du bureau en question, puis il passe devant la réception. Fait qu'elle me dit, Pierre, justement, il y a une jeune femme. Fait que là, il y avait un peu de temps. Je te fais une longue histoire courte. Il devait recevoir cette semaine-là un Français en stage, un Français économiste, puis il avait décidé de faire son service militaire. Je vous rappelle que c'était il y a 40 ans. Fait que là, il n'y avait plus de stagiaires. Fait que boum, je suis rentrée là. Puis c'est comme ça que j'ai fait ma carrière dans l'énergie. Parce que des pêcheurs, parce que des pêcheurs ont décidé que ça n'avait pas de bon sens ce que je disais. Puis parce qu'un Français a décidé de faire son service militaire. Puis parce que tu as décidé de rentrer dans le bureau quand personne t'avait demandé d'y aller. Ouais. Ah ouais. Fait que je me suis jamais rendue à l'entrevue. Du Louis Joliette. J'ai parlé un peu avec le gars. Il m'a présenté. Pas hésité pendant un instant, Louis Joliette. Non, en fait, je ne savais pas si j'avais un job, mais j'avais un bon feeling. Puis il m'a dit, écoute, je vais parler avec une couple de personnes, puis je te rappelle en fin de journée. Fait que je me suis dit, on est allé au Clap, on avait été au cinéma. Puis je dis, on va brûler les derniers sous qu'on a, on va aller se faire un film au Clap. Puis on est retourné à la maison, puis il m'a appelé, puis il m'a dit, t'as une job. Pas en tout. J'étais tellement Écoute, je m'en souviens pas, c'est une bonne question, mais je pense que si je me forçais un peu, je le retrouverais. Je vais y réfléchir. Mais c'est ça. C'est extraordinaire comme histoire, ça. Ouais. Serendipity. Hein? Serendipity. En anglais, je sais pas si ça se dit en français. Serendipity, c'est trouver quelque chose que tu cherches pas. OK. Ah ouais. Mais écoute, c'est parce que quand c'est dur de penser qu'il y a des fois les choses... Moi, je crois pas au destin tant que ça, mais c'est dur de penser que des fois, les choses s'alignent pas comme ça, tu sais. Il me semble que y a tellement d'affaires qui mènent vers un moment comme celui-là, puis jusqu'à une carrière complète, tu sais. C'est des petits détails, là. Mais en même temps, j'imagine que c'est toi qui crée un peu la chance. Ben, moi, pas la chance, mais la chance, c'est la conjonction de l'opportunité puis de la préparation. Ouais. Ça fait du sens, c'est dit comme ça. Non, mais comme ça, c'est bon. Non, mais il y a une opportunité puis tu es prête. Ouais. Tu peux être prête, l'opportunité vient pas. L'opportunité peut venir puis tu n'es pas prête. Puis dans la grande majorité des cas, la préparation, c'est juste l'ouverture puis la curiosité. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis portée par une conviction, là. C'est qu'on est fait puis on est construit de 1000 vies. On pourrait faire
1000 affaires dans notre vie, mais on a une série de choix qui nous amènent dans un dessin donné. Fait que, mettons que tu as 90 ans, puis que tu te retournes devant le mur de ta vie, puis de toutes les décisions que tu as prises. Bon, alors à 12 ans, j'ai pris cette décision-là, j'ai décidé de faire du hockey, puis de ne pas faire du soccer. J'ai fait du hockey, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, chaque Y de tes décisions de toute ta vie t'amène dans un coin, mais tu aurais très bien pu te ramasser dans un autre coin. Ouais. Puis quand tu as 90 ans, puis tu regardes Toutes les petites le décisions. fil de ta vie, mais que tu regardes tout ce qui aurait pu être si tu avais pris une autre décision, là, tu dis, ça aurait pu être plein d'affaires. C'est infini. Fait que c'est pour ça que quand je réfléchis à ça, puis je regarde pourquoi j'étais pas bien à l'école, c'est parce que j'ai l'impression qu'on me destinait à choisir une affaire que j'allais faire tout le temps. Puis moi, j'étais pas bien là-dedans. J'étais juste pas fonctionnel. Ouais. Puis quand tu regardes le fil, tu sais, là, évidemment, t'as pas 90 ans, mais t'as 58, mais quand tu regardes le fil jusqu'à présent, c'est-tu un fil donc tu regardes en arrière puis j'imagine qu'il y a une fierté puis j'imagine que il y a du bonheur, cher. Ouais. Une fierté. Je suis fière des équipes que j'ai eu l'occasion de constituer. Ça me rend vraiment fière. Ça me rend fière de construire des affaires puis je me dis j'ai contribué à quelque chose. Ça, je suis fière de ça. Mais je suis surtout heureuse. Puis c'est ce bonheur-là que j'essaie de donner des conditions aux gens avec qui j'interagis d'être heureux dans ce qu'ils font. Puis j'ai eu le bonheur d'avoir... Moi, j'ai eu 2 patrons dans ma vie. J'ai eu mon patron chez Sokip, puis mon patron après chez Gaz Métropolitain, quand je suis rentrée là. Puis j'ai eu 2 patrons. Puis 2 patrons qui étaient bien avec des jeunes, puis qui étaient très bien avec des jeunes femmes. Il n'y avait pas d'enjeu. Fait que pour une fille de ma génération, c'était assez unique. Ah ouais? Fait que j'ai été bien. Fait que ce bonheur-là que tu ressens aujourd'hui, il a été là tout au long, là? Ou il y a eu des périodes... Ah, ben il y a des périodes... Non, mais attends une minute, là. Il y a des... Je veux dire, c'est ça. Non, il y a des bouts de tough. Puis il y a des fois où tu as des coups durs, tu brailles ta vie, puis tu dis, Colin, c'est tough. Mais il reste que l'ensemble de l'œuvre est beaucoup plus exaltante pour moi. Puis ça a été... en fait, c'est le bonheur d'apprendre. C'est le bonheur d'œuvrer. C'est quelqu'un qui me disait, c'est quand même étrange, Sophie, que tu gères une société d'État. Non, tu devrais gérer d'autres choses qu'une société d'État. Puis, Gaz Métro, c'était pas une société d'État, mais c'était un service public. Puis avec le recul, aujourd'hui, je suis capable de nommer que, pour moi, le service public, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que d'abord, c'est ça que tu es supposé faire, servir le public. Puis, je trouve que de travailler, comprends-moi bien, là, les sous, j'aime ça, le capitalisme, j'aime ça. C'est pas l'idéal, mais c'est le meilleur système qu'on a trouvé, en tout cas. Fait que j'aime tout ça, mais jusqu'où faut que tu ailles pour avoir plus de tout le temps? Alors que la grande satisfaction vient, pour moi, de contribuer à plus grand que moi. Moi, j'aime ça. Je comprends. Puis quand tu côtoies, quand tu arrives, mettons, chez Hydro-Québec ou tu arrives chez Gaz du Métro, mais parlons d'Hydro-Québec, tu arrives chez Hydro-Québec, tu parles au monde, là, qui sont dans la rue, les hommes, les femmes, les gens qui sont au service à la clientèle. Le monde est fier. T'sais, ils sont fiers de travailler pour Hydro-Québec. Ils sont fiers de travailler pour ce fleuron-là. Puis écoute, le 2 février, quand il fait une tempête de verglas, puis que les gars puis les filles d'Hydro arrivent avec le camion, on a une tempête de neige, puis qui raccordent, là. C'est les coups d'amour que les équipes reçoivent de la population, là. Puis la pandémie, moi, je pense, nous a rapprochés de l'appréciation des services de proximité. Ça, c'est sûr. Fait, si on se ramène, le 40 ans, quand tu as commencé dans ce domaine-là, c'est dans le domaine des énergies fossiles, principalement, dans le fond. Oui, absolument. Puis, tu sais, là, de plus en plus, le Québec, puis le monde, puis toutes les sociétés essaient de se tourner vers des énergies qui sont de plus en plus renouvelables et vertes. Puis tout ça, fait que j'imagine que ce changement-là, tu l'as vu s'opérer, là, vraiment de front. Là, oui, je l'ai vu s'opérer de front. Je l'ai vécu. J'y ai concouru. Puis, tu sais, tu regardes aujourd'hui, Énergie,
est autant investi dans les énergies renouvelables que dans la distribution de gaz naturel. La distribution de gaz naturel, c'est pas mal moins émissif que du pétrole et du mazout. Puis, Mais c'est comment être dans une entreprise où l'essence vient quand même des énergies fossiles, puis de voir ce changement-là. Est-ce que c'est comme, OK, il faut y aller, ou y a une résistance, ou c'est quoi? Ça dépend à qui tu parles, Charles. Ouais. Chez nous, à l'époque, chez Gaz Métro, en fait, on est parti d'un constat, on a dit, on distribue du gaz naturel. C'est un service essentiel pour le Québec, beaucoup moins émissif que la consommation de pétrole. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour le Québec? Puis on était déjà au Vermont, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus au Vermont? Alors, c'est comme ça qu'on a acheté l'Hydro-Québec du Vermont, qui était des entreprises privées à l'époque, cotées en bourse. Puis on est devenu, aujourd'hui, Énergir est le propriétaire des infrastructures de distribution de gaz naturel, puis de 85 de la distribution d'électricité au Vermont. Mais il n'y a pas de Québécois, là, ou à peu près pas. C'est des gens du Vermont. Fait l'idée, c'était un modèle de proximité. On s'est impliqué dans les énergies solaires. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis capable de te dire que l'électricité, puis on est riche au Québec en électricité, puis on est vraiment... Ça, c'est de la chance. Ouais. Hein, c'est de la géologie pure. Ouais. Napoléon disait qu'on avait la stratégie de sa géographie. Là. Ben, nous autres, on a la stratégie de notre géologie. Là. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est extraordinaire, mais que l'électricité ne peut pas tout faire. Pas vrai. Puis ça coûte cher, la transition. Fait qu'il faut qu'on mette en place, d'abord, tous les moyens pour consommer le moins possible. Ce qu'on consomme, de l'avoir le plus renouvelable possible. Puis ce qui reste, de prendre une énergie qui est la moins émissive possible. Fait que c'est pour ça qu'on s'était tournés, nous autres, puis on avait débuté ça, puis là, je les vois aller, puis je suis en admiration avec eux autres. Ils développent le gaz naturel renouvelable. OK. Avec des agriculteurs. Puis à Saint-Hyacinthe, il y a la troisième plus grande installation de biométhanisation au monde. Fait que ça, ils prennent des déchets agricoles, des déchets de lait, des déchets domestiques, des déchets de restauration alimentaire. Je te fais une histoire courte, tu mets ça dans un réservoir, stock, tu mets des bébites là-dedans, ça fait du gaz naturel, tu l'injectes dans ton réseau, puis ça fait une portion de gaz naturel vert qui est consommée au Québec. OK. Fait que ça recrée le processus naturel, mais très accéléré. En accéléré, à partir de chez toi. Donc, ce que je sais, je connais pas beaucoup de choses, moi, mais l'énergie, je connais assez ça. Non, mais, de connaître ça un peu. Non, mais je suis pas une experte dans tout, vraiment pas, mais je connais assez ça pour savoir que l'intelligence énergétique, c'est d'abord l'intelligence de la consommation. Comment je vais consommer? Qu'est-ce que je vais consommer? Parce que je vais faire attention à ce que je consomme. Puis après ça, comme écosystème énergétique, il faut que tu mettes une pléiade de moyens pour faire en sorte que tu vas réduire tes émissions de gaz à effet de serre. Il faut que tu le fasses au moindre coût possible. Parce que ça coûte cher, la transition. On n'en parle pas de ça. Il y a un coût à la transition. Puis c'est un coût qui est bien inférieur à celui qu'on paierait si on ne le faisait pas dans 5 ans ou 10 ans. Ouais. Mais il y a un coût. Fait qu'un coût que tu comprends qu'il y a un coût, là, tu dis, oh, tabarnouche, il faut y penser comme il faut. Là. Comment on va faire ça? Puis le faire au moindre coût possible. Bien, des fois, il faut que tu travailles avec d'autres formes d'énergie. Puis c'est ce qu'on a fait. Regarde bien, quand il y a eu la pandémie, tout le monde s'est rendu compte que là, on avait besoin de plus d'autonomie alimentaire. Les gens ont dit, ça nous prend plus de serre. Bon, parfait. Ouais. Oui, mais l'électricité est chère. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le tarif? On n'a pas rien fait de sorcier chez Hydro. Là. Les gens pensent qu'on a fait du vaudou. Là. Pas du tout. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le tarif qui existait, puis on a dit aux serristes, on va le réduire. On va passer de 10, mettons, à 6 cents. Mais je vais vous demander de garder vos chaudières au mazout, puis au propane, puis au gaz naturel. Pour quand on a besoin? En pointe. Ouais. Parce que la pointe, ça coûte une fortune. Fait que c'est juste ça qu'on a fait. La pointe, si je me rappelle des enseignements de Rosaire, notre professeur d'histoire, son R4, c'est en hiver, mettons, dans les heures vraiment précises où est-ce que, mettons, le monde se réveille, prennent une douche d'eau chaude, puis ils font leur déjeuner. C'est exactement ça. Des moments vraiment ultra précis où est-ce que là, on fournit pas. Oui, mais en fait, on fournit, mais si on fournit, ça coûte cher. Ouais. Fait qu'il faut construire des équipements, il faut construire des lignes de transmission, il faut construire des lignes de distribution pour servir une période des journées qui est très, très restreinte pendant à peu près une centaine d'heures par année. Fait que tout le monde doit dire, mon Dieu, c'est extraordinaire, mais on n'a rien fait d'extraordinaire. On a juste dit, OK, l'objectif, c'est quoi? C'est de réduire le tarif électrique
Puis, évidemment, ils voulaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais si on s'était dit, il faut réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre, j'aurais pas été capable de réduire leurs tarifs. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ça. Il se passe qu'aujourd'hui, on est passé de 10 à plus de 1000 serristes qui ont accès à ce tarif-là. On développe notre autonomie alimentaire. On a réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre parce que toute la base est passée en électricité. Mais ces quelques heures-là, la bonne énergie à bonne place, c'est pas l'électricité. À défaut de quoi, ça coûterait trop cher. Ben ça, moi, je trouve qu'il faut expliquer ça au monde. Ben, c'est parce que c'est tellement... En me préparant pour la conversation qu'on a là, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que c'était tellement compliqué. C'était tellement un enjeu complexe qu'il n'y avait pas de solution simple, tu sais, puis que les solutions qui pouvaient nous apparaître simples, justement, comme tu mentionnes, la transition, tu sais, qui peut dire, ouais, mais faisons la transition, mais faire la transition, c'est plus compliqué que le dire. Puis c'est compliqué à comprendre, je pense, pour moi le premier, là, mais pour tout le monde, là, tu sais. Des enjeux qui sont ultra complexes. Là. Ouais. Puis, tantôt, tu disais, l'électricité peut pas tout faire. Qu'est-ce que l'électricité peut pas faire? Bien, en fait, tu vois, là, l'électricité aurait pu faire, mais quand je dis qu'elle ne peut pas faire, des fois c'est technique, des fois c'est économique. OK. Alors, puis c'est une des raisons pour laquelle on parle d'hydrogène. Suis-moi. Il y a l'électricité, d'abord, là, ça fait virer des moteurs. Ça, l'électricité, ça prend l'électricité pour faire tourner des moteurs. Bon, parfait. L'électricité aussi peut servir à l'éclairage. L'électricité peut servir au chauffage. Puis on a fait ce choix-là dans les années 80, 70 au Québec, là, de sortir les fournaises à l'huile puis d'utiliser davantage l'électricité pour chauffer des maisons. Ce qui était logique à l'époque, puis qui l'est encore aujourd'hui, bien que les plaintes électriques, là, ce ne soit pas l'utilisation la plus efficace, là, mais ça, c'est une autre histoire. Quand tu t'en vas dans une usine, tu vas avoir parfois des grandes bouilloires pour les procédés industriels. Bien, pour chauffer des grandes quantités d'eau, ça prend une flamme. Puis l'électricité ne fait pas de flamme. Fait que ça te prend soit du mazout, t'es mieux de prendre du gaz naturel. Puis parce que le gaz naturel est beaucoup moins émissif, puis il n'émet pas de polluants. Bon. Là, il est en train de se développer des électrotechnologies, mais s'il fallait remplacer la flamme de gaz naturel par une électrotechnologie, souvent, ça ne sera pas possible. Souvent, ça va coûter trop cher. Quand on regarde tout ce qu'on a au Québec comme électricité, on est riche. Mais si on veut vraiment décarboner l'économie, il va falloir trouver quelque chose pour remplacer la flamme. Ça s'appelle de l'hydrogène. L'hydrogène, je te fais ça simple, tu prends de l'électricité, tu prends de l'eau. Il y a un procédé qui s'appelle de l'électrolyse. Puis là, ce qui sort de ça, c'est un carburant. Ça coûte cher. Ça coûte de moins en moins cher. Puis ce qui coûte le plus cher... Qu'est-ce qui coûte cher? L'électricité? L'électricité, puis la technologie, là. Mais l'intrant important, c'est l'électricité. Fait que si tu te dis, je m'en vais dans un monde où l'énergie fossile devrait coûter de plus en plus cher parce qu'on devrait la taxer. Ça, c'est une autre affaire. Hein? On devrait la taxer, puis évidemment, politiquement, c'est difficile de taxer. Ouais. Alors, l'énergie fossile devrait devenir de plus en plus chère. Il va falloir la remplacer. Là où le Québec, on passe à go 2 fois, c'est que notre électricité est verte. Fait qu'on prend l'électricité verte, il en sort un hydrogène qui est vert, donc un carburant qui est vert. L'enjeu avec ce carburant-là, c'est qu'il faut que tu le transportes, puis le transporter, puis le stocker, c'est plus instable qu'une autre énergie. Si tu veux faire la même affaire, mais que ton électricité t'a fait avec du gaz naturel ou tu l'as fait avec du mazout, bien, ton hydrogène n'est pas vert. Fait que tu n'es pas en train de verdir. Alors, le Québec a vraiment un avantage inouï parce que, d'abord, on a déjà vécu une transition énergétique quand Robert Bourassa, en 1970, a dit « Nous allons développer la baie James ». Quand il a dit ça, Robert Bourassa et son gouvernement, il disait « On consomme beaucoup d'huile à chauffage dans nos maisons, dans notre économie. On a un potentiel hydroélectrique. » Il manquait de job dans ce temps-là. C'était une période qui était difficile. Puis l'idée, c'était de dire, bien, si on produit notre électricité, au lieu de payer une balance commerciale à d'autres on va se développer ça, puis on va se payer ça à nous-mêmes. Écoute, coup de génie, là. Puis, il y avait un front de bœuf à l'époque parce que, écoute, ils ont dit, on va développer la plus grande centrale hydroélectrique souterraine au monde.
Et c'est encore la plus grande centrale hydroélectrique souterraine au monde. C'est la moitié de ton énergie, là. Là, on est tout éclairé, là. La moitié de ça vient de la baie James. Fait que, tu sais, il y avait ce coup de génie-là. À l'époque, les considérations environnementales n'étaient pas du tout sur la map, là. Ouais. En plus. Pas du tout. Je veux dire, c'était pas ça. On s'est découvert cet avantage-là additionnel. Fait que dans un univers où il va se développer de l'hydrogène pour remplacer une flamme, bien, le Québec a déjà de l'électricité verte pour faire de l'hydrogène vert. Puis ce futur-là est à proximité? On est en train de le construire un peu partout à travers le monde. Puis au Québec, on est en train de faire des pas. Il y a déjà de la production d'hydrogène. L'hydrogène, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Hein? C'est un moyen de décarboner ton économie. Mais c'est un moyen qui est quand même coûteux puis qui devrait coûter de moins en moins cher au fur et à mesure qu'on avance. Puis les territoires, comme le Québec, qui ont une énergie renouvelable, puis au Québec, en plus, elle est compétitive, vont être les premiers à être capables de faire cette démarche-là. Mais tu sais, au Québec, il reste que on a de l'électricité, on chauffe à l'électricité, mais nos comportements humains, on est encore très axés sur le pétrole. Ouais. Fait qu'on on est comme habité par deux affaires. On est sûr qu'on est propre au Québec, puis oui, on a une électricité extraordinaire. Mais tu sais, la transition énergétique, tout le monde parle de technologie. Moi, je dis que c'est pas une question de technologie. La technologie va être importante. Le plus important, c'est le psyché humain. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire, moi, comme être humain? Qu'est-ce que je vais consommer? Mais quand tu parles de comportement humain, tu parles de transport, en fait? De tout. Si on l'utilise où, l'énergie fossile? C'est pas Dans le transport. C'est ça, principalement? Oui, dans le transport. T'en as dans le transport, mais tu l'as aussi dans ta consommation de tous les jours. Oublie l'énergie que tu utilises. Oublie l'énergie directe que tu utilises. Là, tu bois du café. Le café est arrivé par quelque part. Et quel genre de café tu prends? Tu prends-tu un café Nespresso qui se recycle mal ou peu ou pas? Ou bien non, tu prends un café que tu vas aller réétendre dans ton compost après, dans ton jardin. Je suis pas en train de nous culpabiliser. Je dis, toutes les décisions qu'on prend, ce que tu achètes, où tu l'achètes, d'où ça vient. Alors, l'idée, c'est pas de dire on est tout croche. Il faut juste être conscient. Et qu'à chaque fois qu'on veut poser un geste, ben il y a un coût à ce geste-là. Puis après ça, c'est de dire, ben qui va payer? Je vais vous donner un exemple très précis parce que je trouve qu'il est simple. Dans le désir de décarboner la ville de Montréal, la mairesse, Mme Plante, a dit il y a quelque temps, nous allons bannir les fournaises à l'huile de l'île de Montréal. Bon, tu dis 2030 ou un chiffre, là. Correct. Hein? C'est pas fou. Jusqu'à maintenant, ça va. Ça, c'est bon. La raison pour laquelle il y avait beaucoup de fournaises à l'huile sur l'île de Montréal, c'est qu'Hydro-Québec a encore un tarif bi-énergie qui dit, quand il fait froid, quand on arrive à moins 12, si tu as une fournaise à l'huile qui embarque, moi, je vais débarquer l'électricité parce que je vais l'utiliser pour des gens qui n'ont pas d'option. Ça revient à la pointe dont je te parlais tantôt. À défaut de quoi, Hydro-Québec, il faut qu'elle fasse des investissements considérables pour être capable d'aller servir la pointe de toutes ces maisons-là qui chauffaient à l'huile quand il faisait froid, puis là, tout à coup, ils chauffent à l'électricité. Plusieurs dizaines de millions de dollars. Qui paye ça, les gars? Nous tous. Tout le monde. OK. Ouais. Fait, à Montréal, c'est le fun de dire c'est nous autres. Mais si t'en vas à Gaspé, puis tu dis à Gaspé, votre tarif électrique il est un petit peu plus élevé parce qu'à Montréal, on a décidé de décarboner nos fournaises, mais qui sont encore à l'huile chez eux. Tu comprends? Alors, je dis pas que c'est bon, que c'est mauvais. C'est correct. Mais il faut juste dire, voici ce que ça coûte. Puis après ça, tu dis, qui paie? Mais ça reste une vision... comment dire, dans l'immédiat, je comprends que le gars à Gaspé, peut-être que dans l'immédiat, ça ne dérange pas, mais quand on pense vraiment, s'il y avait un environnementaliste autour de la table, il dirait oui, mais les prochaines générations, dans 50 ans, dans 100 ans, si on fait... Il faut le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens de Gaspé à réduire leur consommation d'huile? Je sais pas. C'est une bonne question. Alors, le point là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de... D'abord, il ne faut pas démoniser personne. Il ne faut pas démoniser les énergies. Il faut juste se dire, OK, on va avancer. Puis si individuellement on avance, bien, collectivement, on va avancer. Puis après ça, il y a des joueurs comme Hydro-Québec, comme d'autres, qui vont dire, OK, nous autres, on va faire un pas lourd, important pour faciliter telle ou telle transition. Mais c'est pas
c'est pas simple. C'est Puis, pas simple. Un peu plus tôt, quand tu parlais des pointes, justement, tu disais, justement, dans certaines pointes, on va utiliser encore le gaz naturel, puis tu disais ça, il faut l'expliquer aux gens. Ouais. J'imagine qu'une partie de la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est parce que il y a peut-être soit l'opinion publique envers soit les énergies fossiles ou Hydro-Québec en général. Peut-être, mettons, si on compare avec Hydro-Québec, l'idée qui était Hydro-Québec au début, puis l'espèce c'était un projet qui était qui à l'époque super porteur, puis les gens étaient fiers. Puis est-ce que, en fait, c'est une question, est-ce qu'Hydro-Québec, avec le temps, puis peut-être plus chez les jeunes, est-ce que ça a perdu un petit peu de son blason, puis c'est ça qui est votre mission, en fait, d'essayer de le redorer? Ah oui, moi, écoute, si j'ai un souhait, là, moi, en fait, mon rêve, mon utopie, là, ça serait que tous les jeunes du Québec, quand ils finissent le secondaire, montent en haut. S'en aillent à Bay James, aller s'asseoir avec les Cris, aller à Manic, aller converser avec les Inuits. C'est pour aller voir ce que c'est. Puis de se rappeler, parce qu'aujourd'hui, tu rentres dans ton studio, là, tu fleques la lumière, tu allumes tes choses. On l'apprend pour acquis. On l'apprend pour acquis. Puis on oublie qu'on a le tarif résidentiel le moins cher en Amérique du Nord. Si on paie 8-9 cents ici, tu t'en vas à New York, c'est 20 cents, 25 cents. C'est aucune commune mesure. Fait qu'on prend tout ça pour acquis. Puis je dis pas que les jeunes le réalisent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas été exposés à la même mouvance historique. Aujourd'hui, là, Hydro-Québec, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous tous. C'est pas... Tu sais, quand on dit c'est au gouvernement, j'ai de la misère avec ça, moi. C'est à nous autres. C'est notre maison. Fait que d'abord, je veux que tout le monde, des jeunes ou plus vieux, s'approprie. C'est quoi Hydro-Québec? C'est qui? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on fait ça comment? Puis avec tu sais, quand tu arrives chez Hydro, là, je peux en parler avec beaucoup de distance parce que j'ai pas de propriété là. J'arrive, tu sais, je suis encore une rookie chez Hydro-Québec. Mais écoute, il y a de l'intelligence, il y a de la passion, des expertises diverses au pied carré. Tu veux, anthropologue. Je vais te donner un exemple. On vend l'électricité sur le marché spot aux États-Unis. Je vais te donner un exemple de ce que je... Bon, l'électricité, là, ça se vend à l'heure, ça se vend à journée, ça se vend à semaine. OK? Bien, là, maintenant, il y a de l'énergie solaire qui s'est développée aux États-Unis. Puis ça, c'est super. On est content. Mais là, on a des gens qui font de la météo, des météorologues chez nous, qui regardent. Il va-tu faire froid? Il va-tu faire chaud? Ça va-tu être humide? Puis le couvert nuageux, on était les premiers à modéliser ça en Amérique. La modélisation des couverts nuageux. Fait que les nuages vont passer là, fait que les centrales solaires en Nouvelle-Angleterre fonctionneront pas, fait qu'on va bider tel prix. On va bider tel prix. Tu vois, c'est une mini lunette. Tu arrives sur le parquet, tu regardes ça, là, tu te croirais à New York, là. C'est extraordinaire. Après ça, tu t'en vas dans le nord, puis tu regardes ce qui a été construit. Tu vois comment, avec les cris, on a reconstruit les territoires de pêche, les territoires de chasse, les maîtres de trappe et tout. C'est extra. Mais, écoute, c'est pas parfait, Hydro-Québec, loin de là. Mais parce qu'à l'époque, je veux dire, les relations aujourd'hui, j'imagine, sont meilleures, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elles sont meilleures, sont pas parfaites, puis il nous reste beaucoup de chemin à faire. Mais on parlait de Robert Bourassa. Quand Robert Bourassa, en 1970, a dit on va développer à Bay James, il n'y avait pas beaucoup de questions qui ont été posées. Là. En fait, il avait oublié un appel. Puis quand il est arrivé là, les cris étaient là, puis ils ont découvert ça, puis ils ont dit « over our body ». Ils ont appris ça quand ça se passait. À radio. Ouais. Alors, quand les employés et les ouvriers sont arrivés là-bas, là, la chicane a pris, la bataille a pris, ça a été l'enfer. Les tribunaux ont tout arrêté ça. Et là, les tribunaux ont forcé une conversation entre le gouvernement du Québec et les CRI, qui ont dit un instant, vous allez reconnaître notre territoire. Puis là, il y a eu les ententes entre le gouvernement et les CRI qui ont donné lieu à des ententes après ça entre Hydro-Québec puis les CRI. Ce qui fait, puis après ça n'a pas toujours été rose, là, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des relations très partenariales avec les CRI parce que le gouvernement a reconnu les droits qu'ils avaient sur certains de leurs territoires, sur certains des territoires. Du côté des Inuits, cette reconnaissance-là, elle n'a pas encore été faite, ni par le fédéral, ni par le provincial. Alors, puis la Manic a été développée sur les terres Inuits, dans les communautés Inuits. Alors, aujourd'hui, il y a une blessure dans cette communauté-là qui dit, mais écoute,
vous êtes chez nous, vous produisez une ressource chez nous, puis j'aimerais ça qu'on reconnaisse le territoire. Hydro-Québec ne peut pas reconnaître un territoire. On n'a pas cette capacité-là. Mais on peut faire beaucoup mieux. On peut redonner à la communauté, par exemple. Oui, c'est ce qu'on fait. Fait que là, ce qu'on a un de mes grands bonheurs récents, là, en arrivant chez Hydro, c'est d'avoir remis sur la table à dessin, puis finalement convenu d'une entente avec les communautés Inuits pour un projet éolien qui s'appelle APUIT, A-P-U-I-A-T. Le A ne se prononce pas. Le projet APUIT, qui est un projet éolien que les Inuits ont rêvé, pensé, développé pour installer chez eux. Puis Hydro-Québec, la grande Hydro-Québec, va être la cliente des communautés Inuits. Ben, moi, je trouve ça formidable. Formidable. Est-ce que c'est ça le futur d'Hydro-Québec, plus l'éolien puis le solaire, plutôt que l'hydroélectricité comme telle? Bien, regarde, c'est pas une question de plutôt que, c'est les deux ensemble. Puis je t'explique. Parce que de l'éolien puis du solaire, l'éolien surtout, là, le coût a beaucoup diminué, fait que le coût est rendu très concurrentiel, mais ce sont des énergies qu'on appelle intermittentes. Ils vendent pas tout le temps. Quand ils vendent pas, tu n'as pas l'énergie. Quand il fait pas stockable, ces énergies-là? Bien, c'est stockable, oui, mais le stockage, c'est les réservoirs hydroélectriques. OK. Tu comprends? Ou bien non, tu as des grosses batteries. Là, des batteries, il faut juste penser qu'une batterie, tu peux avoir des petites batteries pour 1 heure, des plus grosses batteries pour... mais tu sais, pour des batteries sur des parcs, là, pour absorber... Tu pourrais pas avoir toute une économie juste sur des batteries de l'éolien puis du solaire. OK. C'est pour ça qu'il y a des centrales aux États-Unis à gaz naturel, puis au charbon, puis au mazout, parce que ça prend de la base. Hydro-Québec, nos réservoirs, là, les vôtres, les miens, ceux qui nous écoutent... Là, c'est la base constante. C'est la base constante qui est là, puis qui monte puis qui baisse avec l'hydroélectricité. Puis c'est pour ça que là, la jasette qu'on a avec les voisins, nos Américains, on leur envoie de l'énergie. Mais là, ce qu'on leur dit, c'est, écoutez, développez votre énergie éolienne, votre énergie solaire, votre énergie renouvelable à vous pour vous verdir. Puis quand il ne ventera pas puis qu'il ne fera pas soleil, bien là, on va vous en vendre de l'énergie aussi. Fait que c'est ce qu'on appelle la batterie du nord-est américain. Fait que c'est pour ça que notre cerveau est fait... On est bien quand on simplifie les affaires. Mais l'énergie, là, c'est pas simple, OK? Puis c'est pas parce qu'il faut être intelligent pour comprendre, c'est juste qu'il faut comprendre qu'il faut mettre une pléiade de moyens pour arriver à ça. Puis dans ces moyens-là, j'imagine que j'ai oublié le terme, là, mais pas la conservation de l'énergie, mais l'efficacité énergétique, j'imagine que ça fait partie de cette pléiade de moyens-là. C'est le plus important. D'être capable individuellement et collectivement, d'être plus efficace avec notre énergie, dans le fond. Plus sobre. Mais toi, tu penses que ça passe principalement par le changement de mentalité plus que par l'innovation? Les deux. Ça vient les deux. C'est parce que souvent, l'innovation, en fait... Parce que, tu sais, les gens, s'ils ont un bulbe, tu sais, maintenant, on a des bulbes qui consomment bien moins d'énergie. Je veux dire, si j'ai le choix entre les deux, c'est clair que je vais prendre ça. Ça, c'est correct. Tu parlais des plaintes électriques, tu sais, si j'ai un moyen plus efficace de chauffer ma maison, je vais le prendre, là, tu sais. Oui, c'est ça. Bien, peut-être toi. Ouais. Alors, nous, on a... D'abord, l'efficacité énergétique, là, c'est un truc, personnellement, en quoi je crois depuis longtemps. Puis Hydro-Québec y croit depuis longtemps. Puis à l'époque, là... on était chez Gaz Métro, quand on a lancé le programme d'efficacité énergétique, on était les premiers en Amérique du Nord en distribution gazière à lancer ça. Puis les gens disaient, vous êtes fous, vous êtes en train de vous tirer dans le pied. Mais quand je reviens à ma notion de service public, je te jasais tantôt, c'est le boulot, c'est de raccorder le plus de clients possible, puis après ça, de les aider à consommer le moins possible de ce qu'on leur vend. Puis Hydro-Québec, quand tu mets ça à l'infini, si on veut décarboner, puis amener vers l'électricité des charges qui aujourd'hui sont servies avec des énergies fossiles, puis, bien, si on continue de consommer beaucoup, chacun de nous, on ne sera pas capable d'en prendre, ou si on les prend, là, les tarifs vont aller through the roof, ils vont atteindre des sommets. Fait que si tu veux garder tes tarifs concurrentiels pour pas abîmer ton économie, pour t'assurer que tu restes avec des coûts qui ont de l'allure pour le monde, là, qui chauffent leur maison et tout, bien, il faut que chacun de nous, on consomme le moins possible. Puis, regarde, depuis entre 2004 et 2020, les mesures d'efficacité énergétique qu'on a mis en place, puis que tous les Québécois ont dégagé, c'est 10 TWh. Bon, 10 TWh, c'est quoi? C'est l'équivalent du contrat qu'on a signé avec le Massachusetts. Ça, c'est depuis 2004? Entre 2004 puis 2020. Puis là, quand on regarde devant nous autres, là, on va doubler nos mesures dans les prochaines années.
Puis c'est des centaines de millions qu'on va mettre là-dedans parce que ça nous coûte les mesures qu'on met pour t'aider. Là. Tu veux changer quelque chose, je vais t'aider, je vais te subventionner. Ça va nous coûter 3 cents du kilowattheure. Mais si je ne mettais pas le 3 cents du kilowattheure, il faudrait bâtir, acheter des éoliennes. Puis à un moment donné, ça déclenche des lignes électriques, puis tout le kit. Fait que 3 cents du kilowattheure, c'est ce que je vais te donner pour isoler ta maison. Puis ça, c'est avec le gouvernement. Quand je dis « je », là, on parle de l'écosystème, ça n'a rien à voir avec moi. Là. L'écosystème va t'aider à t'équiper, à avoir des équipements plus efficaces. Ta fournaise arrive à durée de vie utile, on va te mettre une fournaise qui va être plus efficace. On va donner 3 cents du kilowattheure parce que nous autres, on va avoir un coût évité de 6 à 8 cents. Puis ça, c'est super important. Parce que si on manque l'efficacité énergétique, la transition énergétique, je vous le dis, là, on est au Québec, l'électricité est pas chère, mais si on n'est pas capable de mettre des mesures d'efficacité énergétique, on ne la réussira pas. Ça va coûter trop cher. Puis la consommation, es-tu en croissance constante? La consommation d'électricité? En fait, la consommation... Ou d'énergie, en fait? Bien, la consommation d'énergie fébrile à peu près à 1-2 % si tu regardes, 1-2 % par année. Là. Mais là, ce qui s'en vient, c'est la transition énergétique. Avec cette transition-là, elle fait en sorte qu'il y a des créneaux qui vont consommer, qui ne consommaient pas l'électricité pour les voitures, par exemple. Fait que c'est une nouvelle demande. Fait que c'est pour ça qu'on a tout ce qu'il faut au Québec, mais il faut comprendre qu'il va falloir qu'on priorise. Puis pour moi, la mesure, c'est combien ça coûte la tonne de gaz à effet de serre évité. Ça, c'est une mesure. Si je déploie une mesure, ça coûte 100 pièces la tonne de gaz à effet de serre. Bon, ça. S'il y en a une autre qui coûte 500, bien, je vais en faire un paquet qui va me coûter 100 avant de faire celle à 500. Mais peut-être que celle à 500 est très politiquement attrayante. Par exemple, les subventions aux véhicules électriques, là, ça coûte cher, la tonne de gaz à effet de serre évité. Mais tout le monde en veut. Puis tout le monde aime ça. Puis c'est facile à expliquer. Mais ce qu'on a besoin de faire, plus que des véhicules, c'est des transports publics. Puis les électrifier. Le véhicule, quand même qu'il soit électrique, il y a une empreinte écologique, juste le fait de l'acheter puis de l'avoir construit, tandis que le transport en commun... Puis tu sais, c'est facile parce que là, ici, on est à Montréal, puis c'est cute notre affaire, là. Puis des transports en commun, on en a, là. Mais fais juste traverser le pont, là, puis explique à un couple, là, qui ont 2 enfants, que là, ils ne devraient pas avoir de véhicule, puis ils devraient aller travailler, puis aller walker, puis aller porter les enfants à leur cours, puis tout ça, puis de faire ça en autobus. C'est une impossibilité absolue, là. Oui, c'est ça. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Alors, on les démonisera pas. Puis quand tu regardes, tu te promènes partout, il y a 2 véhicules par maison. Pourquoi? Bien, c'est intéressant, ça. Pourquoi il y a 2 véhicules par maison? L'autonomie des parents individuellement. Bien, en fait, regarde bien. Moi, j'ai une théorie. Puis la théorie, c'est la suivante. Il y a des années, le gouvernement a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont dit, on va mettre en place un système de garderie au Québec. Puis ça va permettre aux femmes d'aller sur le marché du travail, d'aller se développer, puis d'aller au bout de leur ambition professionnelle. Tout le monde a applaudi ça. C'est extraordinaire. Puis d'ailleurs, le Québec, aujourd'hui, quand tu regardes le reste du Canada, c'est ça que le gouvernement Trudeau est en train de faire, un système de garderie. Fait que les femmes ont commencé à travailler. Merveilleux. Puis après ça, les entreprises ont dit, maintenant, on va faire de la conciliation travail-famille. Fait qu'on va vous donner des horaires variables. Ben oui, c'est parfait. En donnant des horaires variables, là, qu'est-ce qui se passe? C'est un couple, mettons un couple de 2 femmes, de 2 gars ou d'un gars, une femme, peu importe, un couple, là, le matin, il va aller porter les enfants à la garderie, puis c'est la femme qui va aller chercher le soir. Ils ne seront pas sur le même horaire, fait qu'ils ont 2 autos. Alors, est-ce que... sinon, ça devient un enjeu logistique qu'il faut que tu rajoutes à ta vie. Là. C'est impossible. C'est impossible. Alors, là, on est à Montréal, puis ça nous apparaît évident, mais au Lac-Saint-Jean, dans le bas du fleuve, tu sais, il n'y en a pas de... Non, mais on fait juste à Québec, là, tu sais. Québec qui est une grosse ville aussi, là, tu sais. Québec, t'imagines Québec sans voiture, c'est impossible. Mais le problème, par contre, tu sais, je veux dire, le gars en région ou le fermier qui a un pick-up, je veux dire, je comprends qu'il a besoin d'un pick-up, là, puis je suis pas en train de dire qu'il devrait pas avoir un pick-up, mais par exemple, quand, mettons, à Québec, on essaie de développer des projets de transport en commun comme le tramway, puis qu'il y a une résistance, je me dis, il y a quelque chose aussi, il y a de l'éducation à faire, parce que clairement, il y a des gens qui... À un moment donné, les habitudes sont des habitudes parce qu'ils sont des habitudes, là, puis pas parce que... Puis du transport en commun comme à Québec, genre de projet comme ça, ça me semble juste du positif. Oui, bien en fait, c'est pour ça que je dis, il y a dans la transition énergétique, il y a la technologie, il y a l'innovation, puis il y a l'être humain. Puis l'être humain,
Et moi, je démoniserai jamais personne, mais on a besoin de se conscientiser puis de comprendre qu'il y a un coût à ça. Il y a un coût. Je te dis, il est là le coût. Fait qu'il faut le nommer. Puis en même temps, on est habité de dichotomie. Tu sais, j'ai un collègue chez Hydro, il est sweet. Il dit, moi, ma fille se promène partout avec sa paille en bambou, mais elle prend des douches d'1 heure. Là, tu sais. Ça, c'est ça. On est plein de contradictions. Fait qu'on est tous constitués de ça. Alors, c'est joli comme image, tu sais, mais c'est ça. Donc, on va progresser comme société. Le transport en Amérique du Nord, incluant le Québec, c'est quelque chose qui est très ancré dans nos habitudes de vie. Mm-hmm. Puis là, je veux pas démoniser personne, mais pour prendre la pleine mesure de l'ampleur, quand les écoles sont ouvertes, là, quand les universités sont ouvertes, puis que les cégeps sont ouvertes, là, tu t'en vas dans les stationnements, puis tu regardes qui sort des voitures le matin. C'est pas toutes des profs. Non, mais non. C'est ça. Ben non. Bon, alors, c'est ça. Et une des raisons, c'est parce qu'on n'a pas encore les transports en commun. Tu sais, quand on dit il faut électrifier les transports en commun, à Montréal, ça fait du sens. Mm-hmm. Mais au Lac-Saint-Jean, tu veux pas électrifier les transports en commun, tu veux des transports en commun. Puis s'ils sont au diesel, ça va être encore bien mieux s'il y a des bons transports en commun que pas de transports en commun. Puis si d'aventure, tu es capable d'électrifier certaines lignes parce qu'il y a une densité qui le permet, bien, tu le feras. Un projet de bus électrique à Chicoutimi, c'est pas viable? Ben, ça se peut pas? Faut être de la densité. Puis regarde, je vais te parler des... Je continue peut-être. Là. Ouais. C'est assez gros quand même. Mais je vais vous donner un exemple à Montréal. Montréal, OK? Parce qu'on a pris l'orientation à Montréal, puis c'est bien correct, d'électrifier nos transports. Hein? On va électrifier les transports. Très bien. Transports en commun. Et là, on dit, ça nous prend des autobus électriques. Bon, on prend des autobus électriques, puis le gouvernement veut donner... le gouvernement subventionne l'achat des autobus urbains, parce que ça se paye pas juste avec l'étiquette là, que les gens paient pour embarquer dans les autobus. Bon, alors, le gouvernement dit, à partir de telle année, je ne financerai plus des autobus qui ne sont pas électriques. Tout le monde dit, c'est extraordinaire, on va se faire des autobus électriques. Puis bon, parfait. Ça change un peu la vie des autobus électriques, parce que là, il faut que tu les recharges. Ouais. Alors, pendant longtemps, là, jusqu'à il y a quelques mois, le modèle d'alimentation des autobus électriques à Montréal, c'était le biberonnage. Le biberonnage, comme biberon. Mm-hmm. Alors, l'autobus avance, puis à certaines cadences, à certaines stations, il arrête un petit peu plus longtemps pour recharger. Puis il continue. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne le comprends pas, mais on a réalisé, les gens qui travaillent là-dedans ont réalisé que ça ne marchait pas. Et donc, il fallait revenir au modèle où on charge les autobus la nuit dans les garages. Bon. Puis là, on se dit, on va mettre des bornes hyper intelligentes. Fait que l'autobus B40 qui arrive, la borne va reconnaître que c'est la B40. Il va voir qu'il reste 12 % de charge, puis qu'il s'en va dans un trajet X demain, puis que j'ai pas besoin de le recharger au complet parce qu'il va revenir, puis il va avoir de l'entretien. On va avoir la borne qui va faire ça. Bon, c'est correct. Tous des petits coups, c'est correct. Mais là, les gens se rendent compte de quelque chose d'assez fondamental. Il n'y a pas de garage à Montréal qui est capable de gérer ça. Il faut construire des nouveaux garages. Bien, des nouveaux garages, là, c'est des centaines de millions. Là, tout le monde dit, OK, qui bâtit les garages? Qui paye les garages? Ça coûte combien les garages? Est-ce que c'est le ticket de transport en commun qui va monter? À 3,25. Là. Est-ce que ça devrait être le gouvernement qui paye pour ça? Est-ce que ça devrait être des taxes? Alors, mon point, c'est pas de dire qu'il faut pas électrifier. C'est qu'il faut qu'on soit humble, collectivement, puis de dire, on va essayer des affaires, on va avancer, il va y avoir un coût, il va falloir qu'on le sache, puis on pourra pas tout faire en même temps, il va falloir qu'on priorise. Fait que c'est pas simple. C'est fou, hein, parce que tu te dis, mais il y a rien de simple. Fait que ce que je comprends, c'est que ta vie, finalement, c'est un casse-tête entre toutes ces variables-là. Ben, en fait, non, c'est un bonheur, parce qu'intellectuellement, c'est fascinant. Puis c'est pas moi qui fais les autobus, c'est pas moi qui fais le chargement. Mais notre rôle à nous, Hydro-Québec, c'est d'être un catalyseur de possible. C'est ça comme ça. Alors, que veulent les gens, puis que peut-on faire pour aider ce rêve-là? Puis pour aider, il faut savoir de quoi on parle. Il faut calculer. Puis moi, je crois aux chiffres. Puis ça ne veut pas dire que parce que quelque chose coûte cher qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il y a des affaires qui coûtent cher puis qu'il faut faire. Mais il faut le savoir ce que ça coûte. Puis il faut le dire au monde ce que ça va coûter. Ouais. Puis qui va payer pour avoir? Parce que si on ne dit rien, dans 10 ans, on va se ramasser
avec des tarifs électriques qui vont coûter une fortune. Puis là, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si on le gère... Puis vous allez dire, puis c'était votre rêve d'électrifier, puis vous l'avez eu. C'est ça. Mais alors, donc, on va le dire, on le travaille, puis ça se fait. Hein? Ça peut se faire, la transition énergétique au Québec. On y croit, on a l'énergie pour, mais il faut mettre une intelligence humaine. Puis l'intelligence humaine, c'est pas celle d'Hydro-Québec, c'est celle des 8 millions de Québécois qui vont dire, OK, ça, on va faire ça ensemble, ça, on va le faire plus tard. Ça, oui, il va y avoir un coût, puis on va l'assumer. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Est-ce que, là, j'avance une solution, puis je veux dire, je connais rien, là, mais... Ben, c'est pas vrai que tu connais rien. Non, mais non, dans mais le c'est ta sens... vie. Tu vis, là? Oui. Mais tu vis, c'est ton expérience. C'est ça. Tu sais, on a reçu, il y a une couple de semaines, Jean-Martin Fortier, là, qui est agriculteur, agriculteur bio, tu sais, puis qui lui prône le local, puis aussi beaucoup la proximité, puis l'autosuffisance, dans un sens. Est-ce que l'énergie, c'est une avenue, l'autosuffisance partielle, mettons, tu sais, que... Puis pourquoi on n'a pas déjà tous des panneaux solaires sur nos toits, tu sais, mettons? Parce que l'électricité coûte très cher. Ah ouais, hein? Ah ouais. Et même si elle est juste en haut. T'as le tarif électrique le moins cher en Amérique du Nord. Mais moi, si je mets mon petit panneau, puis non? Ben, tu peux le mettre, ton petit panneau, mais mets-le. Mais ton électricité va te coûter plus cher que si tu étais connecté à l'Hydro-Québec. Fait que je vais dire ce que je pense qu'il va se passer. Il va coûter plus cher parce qu'il faut que tu l'installes. Faut que tu le payes. Faut que tu payes tes panneaux, dans le fond. C'est ça. Puis ton panneau installé, géré, va te coûter plus cher que si tu es connecté sur Hydro-Québec. Alors, voici ce qui va se passer, à mon avis. Ce qui va se passer, à mon avis, c'est qu'un jour, il va y en avoir des panneaux sur les maisons. Puis un jour, il va y avoir des batteries dans les... Puis on l'a fait au Vermont, dans mon ancienne vie. Des batteries dans les maisons. Des batteries dans les maisons ou dans des quartiers. OK? Des grosses batteries qui vont entreposer l'électricité. Puis je vais vous parler du lac Mégantic tantôt. Mais ça, plutôt que ce soit une décision de Dominique ou une décision de PH de mettre un panneau puis de payer ça tout seul puis de le raisonner en modèle d'affaires sur sa stricte maison, on va le faire, Hydro-Québec, on va le faire avec toi, PH. On va le faire avec toi, Dominique. Puis plutôt que d'avoir un panneau pour une maison, peut-être qu'on va avoir dans un quartier, dans une communauté, au-delà du système hydroélectrique québécois, des panneaux solaires avec des batteries pour accroître notre économie. Puis encore une fois, on va mettre ça en place pour shaver, pour écrêter la pointe. Ouais, c'est ça. Pour pas que la pointe nous coûte cher. Au lac Mégantic, vous savez ce qui est arrivé là? Il a fallu reconstruire la ville, dont le réseau électrique. Alors, Hydro-Québec a complètement reconstruit le réseau électrique comme celui que vous connaissez, traditionnel, connecté sur les grandes lignes de transmission. Mais on s'est dit, tant qu'à faire, on va installer au lac Mégantic toutes les innovations technologiques qui nous arrivent. On va mettre des panneaux solaires, on va mettre de la domotique, on va mettre des batteries. On va voir comment tout ça opère quand on ferme, par exemple, le système d'Hydro-Québec parce qu'on simule un grand verglas. Comment ça réagit? Qu'est-ce que c'est capable d'alimenter en ville? On est en train de l'opérer. Alors, demain, en fait, aujourd'hui, l'électricité va du nord au sud. Hein? On produit à Baie-James, on produit à Manic ou on produit à Beauharnois. On produit l'électricité, puis ça s'en va chez le client. Demain matin, chacun de nous allons être des mini-barrages, des mini-éoliennes, des mini, parce que d'abord, on va consommer moins, donc on va libérer l'énergie à hydro, puis après ça, on va avoir des outils qui vont faire en sorte que chez moi, je vais être capable de repousser l'électricité. Ça va être assez bientôt où ta voiture électrique va être capable de pousser l'électricité à Hydro-Québec, ça en a besoin, parce qu'elle va avoir été chargée, puis tu ne seras pas parti, puis je vais en avoir de besoin. Mais là, ça, c'est de l'innovation technologique. C'est là-dedans qu'on est. Puis moi, je vais te dire, tu parlais de la fierté des jeunes. On vient de lancer une initiative là, qui s'appelle Énergie en commun. On a dit qu'on a fait ça chez nous avec nos employés avant de le faire. Là, mais là, on a dit, écoutez, on veut savoir ce que vous pensez. Voici 3 thèmes. L'autonomie alimentaire, l'économie verte, l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Répondez à un sondage. Puis à la fin, on a dit, si jamais vous avez des idées, là, partagez vos idées. C'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que tu aimerais? De quoi aurais-tu besoin? On s'est dit, on va en avoir 2-3 000. Je vous parle la matin, on n'a pas encore fini, il y en a 16 000 de rentrée. Il y a 16 000 idées de partout au Québec. Puis ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de jeunes de 16 à 25 ans
qui rentrent des idées. On en a, c'est à peu près 18 des idées, là, c'est des jeunes. Fait qu'il y a des idées très simples comme, écoute, moi, j'aimerais ça, savoir si quelqu'un travaille sur telle affaire, parce que moi, je travaille sur telle affaire, puis si vous pouviez me mettre en contact, des affaires très simples. Il y en a d'autres qui disent, ben nous autres, notre MRC, on aimerait savoir davantage d'autonomie alimentaire. Comment vous pouvez nous faire une innovation ouverte sur l'autonomie alimentaire des serristes dans notre coin du monde, il fait un peu froid. Bon, on ne sera pas capable de tout faire. Mais ce qu'on va être capable de faire, on va l'appuyer. Puis ça, je pense vraiment que le jour où les gens vont comprendre qu'Hydro-Québec, c'est à eux, puis qu'on peut aider leur rêve commun, et que les gens vont comprendre qu'individuellement, en changeant leur comportement, ils vont dire « Hey, à matin, j'ai aidé Hydro-Québec avec 0,2 kWh. J'ai aidé Hydro-Québec. » Parce que c'est ça. Puis aujourd'hui, on appelle ça des programmes d'efficacité énergétique. Ça fait un petit peu commercial, ça fait un petit peu théorique, ça fait universitaire. Moi, je veux interpeller le cœur des Québécois. Puis dire, OK, puis on l'a déjà fait dans le passé. Écoutez, ce matin, il fait vraiment froid. Fait qu'on peut tout vous servir, mais si vous vous mettez une petite laine, vous baissez ça d'1 degré, vous venez de sauver au Québec 250 millions. Qui embarque? Moi, je suis sûr que tu embarques. Puis je suis sûr, Dom, que tu embarques. Puis toi aussi, je suis sûr que tu embarques. Right? Parce que tu vas dire, écoute, on serait bien fous. Alors, c'est comme ça qu'on va se réapproprier le Hydro-Québec, puis que les gens vont comprendre qu'individuellement, ils ont un pouvoir immense sur la création de richesses pour eux, parce qu'ils vont avoir moins consommé, mais aussi collective. Puis ça, il y a au Québec qu'on peut faire ça, parce que l'utilité publique nous appartient. On n'est pas en train d'enrichir un groupe à New York, puis non, c'est à nous autres. On n'est pas la propriété d'étrangers ici, là. C'est chez nous. Fait que c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est à nous autres. C'est immense. C'est 70 milliards d'actifs. C'est hallucinant. Je l'ai fait, la consultation, ce matin. C'est vrai? Ouais. Veux-tu savoir mes résultats? Oui. Puis ça, j'imagine que ça va aider à orienter vos décisions, votre plan dans les prochaines années. Oui. Ça, c'est une première, hein? Puis c'est ça qu'on voulait. On voulait donner du pouvoir aux gens sur l'orientation stratégique d'Hydro-Québec. Dans le fond, les 3 grands thèmes, c'est l'économie verte, la mobilité durable, puis des façons de réinventer comment on consomme l'énergie. Ouais. C'est ça, les 3 grands thèmes. Ouais. Puis vous agissez sur ces 3 plans-là, j'imagine? Oui, en fait, c'est 3 plans qui sont importants dans le plan le plan vert du gouvernement, là, le PEV, le plan pour une économie verte. Puis nous, on a un rôle à jouer important dans ces 3 axes-là parce que ça influence la consommation d'électricité. Alors, on veut comprendre qu'est-ce qui est important pour les gens. Parce qu'on peut bien décider ça au 20e étage de la tour d'Hydro-Québec, ça a vu René Lévesque à Montréal. Les Québécois pensent quoi? Ils veulent quoi? Ouais. Puis après ça, on n'est pas fou à temps plein non plus. Là. On a certaines intuitions, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour les gens? Puis quel geste peut-on poser qui va être signifiant pour les gens? Mais tu sais, moi, j'ai répondu à ça, mais j'ai pas les chiffres sous mes yeux, dans le sens que je vais par intuition. Oui, c'est correct. Fait, dans le fond, vous, c'est de sonder l'opinion publique, finalement. C'est de sonder le cœur. C'est de sonder ce que j'appelle le réflexe inné. Puis là, ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va... Là, as-tu mis des idées à la fin? J'ai pas mis d'idées, par exemple. Est-ce que tu vas en mettre? Je pourrais en mettre. Oui. Toi, mais j'ai la PDG d'Hydro-Québec devant moi. Fait que... Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Mais il faut mettre les idées. Il faut les mettre. Puis comme je dis, fait que là, on va se faire on est en train de trier ces idées-là, là, avec l'intelligence artificielle. Puis on regarde les thèmes, on regarde les régions. Puis après ça, on va dire, écoutez, voici ce qu'on a reçu. Voici ce que ça implique. Aimez-vous ça? Puis si vous aimez ça, ben voici ce qu'on vous suggère qu'on fasse. Puis en 2022, on va lancer les projets. Puis il va y avoir des petits projets, des plus gros projets, un peu partout au Québec, qui vont avoir été pensés, demandés, soumis par le monde, puis appuyés par Hydro-Québec. Fait que plutôt que d'être le leader en énergie qui tire tout le monde, puis qu'on est gros, on est big, puis on sait tout, on veut être le catalyseur de possible. C'est quoi ton rêve? Puis si on est capable de t'aider, on va t'aider. Si on n'est pas capable, on le fera pas. Mais si on est capable, il faut juste qu'on le sache. Fait que bref, moi, je suis 47% transformer notre économie pour qu'elle soit verte. 26% repenser notre mobilité pour la rendre durable. Puis 27% réinventer notre façon de consommer l'énergie. Fait que je suis majoritairement transformer notre économie pour qu'elle soit verte.
Je suis dans le champ ou... Il n'y a personne qui est dans le champ. C'est trois. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, non, je sais. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans les... Excuse-moi. Ah, vas-y. Une affaire qu'on va faire, parce qu'on ne gardera pas ça secret, ces résultats-là. Là. Puis, moi, j'ai hâte de voir dans les régions, tu sais, un peu partout au Québec, comment parce que je pense que globalement, c'est une intuition, là, ça va probablement arriver un tiers, globalement. Ah ouais? Je pense. Peut-être que je me trompe. Puis c'est pour ça qu'on fait ça, d'ailleurs, là, parce qu'on ne le sait pas. Mais dans les régions, je pense que tu vas avoir des géométries variables. C'est pas tout le monde qui a la même réalité, ça, c'est sûr. C'est ça. Fait que l'idée, c'est de faire des affaires qui vont coller avec la réalité des gens. Puis il y a des affaires qu'on va faire de manière parapluie, là, de toute façon. Là. Puis on a tout un bout du plan stratégique, c'est nous autres qui va le décider parce que c'est notre métier, comment on construit, où est-ce qu'on construit, comment on fait ça. Bon. Mais sur le terrain, les gens ont... En tout cas, ce qu'on voit, là, quand tu as 16 000 idées, c'est parce que des gens ont des idées. Puis ils ont le goût. Ils ont le goût des données. Ouais. Ce qui m'apparaît depuis qu'on parle, depuis tantôt, en fait, surtout par rapport à l'efficacité énergétique, une des critiques majeures envers Hydro-Québec, c'était les infrastructures énormes. Les énormes projets qui venaient s'implanter dans un environnement qui était pas du tout fait pour ça, là, qui venaient saccager des forêts, puis déplacer des rivières, des choses comme ça. Mais ce que j'entends depuis tantôt, en fait, c'est que si tout le monde est plus efficace avec son énergie, puis que, par exemple, les instances gouvernementales subventionnent une transition vers des immeubles comme ici qui sont plus verts, plus efficaces avec leur énergie, j'imagine que les projets d'infrastructure deviennent moins nécessaires. Bien, ils sont reportés dans le temps, c'est certain. Ils sont reportés dans le temps. C'est ça, l'idée. Ouais, mais t'as tout ça. pigé, PH. C'est exactement ça. Alors, il y a des gens qui disent... Je voulais juste faire une synthèse pour être sûr que j'étais à la bonne place. Non, mais t'as tout pigé, mais c'est exactement ça. Alors, c'est certain, on ne peut pas dire qu'on n'a plus besoin de moyens de production jamais à vie. Non, mais c'est certain que à chaque fois qu'on consomme mieux, on reporte dans le temps la nécessité... Surtout avec une transition qui s'en vient, qui va nécessiter plus d'électricité. Oui, oui. Mais est-ce qu'il y en a un au calendrier, un nouveau projet de barrage? Projet? Non, pas présentement. Non. On ne voit pas ça à court et moyen terme. Mais il y a des gens qui me disent, est-ce que vous dites qu'il n'y en aura jamais? Il n'y a jamais personne assis dans ma chaise qui va dire ça. Parce que c'est impossible de dire ça. Dans 50 ans, il n'y a plus de pétrole, on a besoin d'électricité. Probablement que le Québec va vouloir développer plus avant l'hydroélectricité, c'est possible. En même temps, quelles vont être les innovations technologiques qui vont réduire la consommation? C'est ça. Exact. On le sait même pas encore. On ne sait pas, mais tu sais, 50% du bilan, là, c'est des énergies fossiles au Québec. Là. Ouais. Fait que, on va se dire les affaires, là, c'est 50%. Fait que si on enlève ça, il va falloir avoir de l'électricité en masse. C'est ça. Ouais. Donc, on va faire... Et on va utiliser de l'hydrogène pour une partie de ça qui va requérir de l'électricité. On va avancer tout le monde là-dedans. Mais l'efficacité, tu as tout pigé, c'est exactement ça. Puis, est-ce qu'il va y avoir, advenant le cas qu'il y a des nouvelles infrastructures qui vont être mises de l'avant, j'imagine qu'il va y avoir peut-être un meilleur souci pour l'endroit où est-ce qu'on choisit puis la façon que c'est fait? Absolument. J'imagine. C'est aujourd'hui... Parce qu'il y a eu des lacunes quand même. Là, immenses. Ouais. Immenses. Il y a plus que des lacunes. Il y a eu des méchantes bévues. Là. Ouais. Tu sais, l'histoire de la baie James, qui est un succès sociologique, d'ingénierie économique extraordinaire, c'est né dans la colère, puis dans la douleur d'un peuple. Ouais. Puis aujourd'hui, Hydro-Québec fait beaucoup mieux avec les communautés Inuits qu'on faisait avant, mais il reste tellement de chemin à faire. On peut faire encore... Hydro-Québec peut et doit faire beaucoup mieux avec les communautés autochtones. On travaille avec les communautés, mais comment ça qu'on n'a pas plus d'Autochtones dans nos rangs? Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Puis quand tu te mets... c'est les premiers touchés, en fait. C'est leur quotidien, c'est leur territoire. Là, on est chez eux. Oui, exact. On est chez eux. Absolument. Mais tu sais, c'est que des fois, c'est des blessures qu'on se demande comment revenir de ça, tu sais. D'abord, il faut que tu écoutes. Ouais. Tu sais, les gens disent... parce que moi, je me suis beaucoup exprimé là-dessus que c'est un souhait, un vœu personnel très fort. Tu sais, c'est une des affaires que je voudrais faire chez Hydro pendant que je suis là, c'est de nous rapprocher des communautés avec lesquelles on a plus de difficultés historiques. Tu sais, tu fais pas ça... Il y a un rythme à ça aussi. Tu peux pas bousculer. Puis moi, je crois beaucoup aux gestes qu'on pose.
plus qu'aux paroles qu'on dit. Puis le geste appuyat, pour moi, c'est un geste concret. Mais après ça, tu as des gestes, des gestes de vie. Tu sais, quand on parle d'embauche, tu sais, quand tu dis, OK, ben pourquoi on n'a pas plus d'Autochtones? Ben, aujourd'hui, si tu veux postuler chez Hydro-Québec, tu rentres sur le site Internet, emploi, tu rentres dans des catégories, tu postules, tu écris ton paragraphe, ça s'en va chez Hydro. Facile. Ben, faut que tu aies un ordinateur. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies Internet. Ouais. Puis il faut que tu parles français. Il faut que tu écrives français. Alors, tu as plusieurs communautés qui parlent français, mais ils ne l'écrivent pas. Fait que, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous, dans toutes les relations autochtones qu'on a, qu'on prenne sur nous de dire à des jeunes, puis à des moins jeunes, voici les emplois qu'ils ont, puis qu'on fasse l'effort délibéré de créer quelque chose spécifiquement pour eux autres. D'aller sur place, j'imagine. C'est ça, d'aller sur place. Une autre affaire, une entreprise comme la nôtre, j'ai dit la nôtre au sens nôtre du terme. Le on royal. Oui, c'est ça, la nôtre. C'est une entreprise qui a la capacité de prévoir sur des décennies. Alors, par exemple, on a des lignes des dizaines de milliers de kilomètres de lignes de transmission électrique. Puis, en toutes ces lignes-là, il faut que tu contrôles la végétation. Parce que si tu ne contrôles pas, c'est le bordel. Alors, une chose qu'on peut très bien faire, c'est aller dans différentes communautés et dire, écoutez, est-ce que ça vous tente? Nous autres, là, on a des contrats à vie à donner ici, là. Fait que tu dis à des jeunes, prenez votre cours. À la limite, tu peux te déplacer avec le ministère de l'Éducation, par exemple, et dire, on va vous donner un cours sur place. Puis quand vous allez avoir vos cartes, là, partez-vous une business, on va vous engager. Vous allez avoir de l'emploi. On va vous engager. Il y a un métier pour vous. Il y en a d'autres qui vont vouloir faire autre chose, faire de la technologie. Pourquoi on ne prendrait pas une partie des TI d'Hydro-Québec, qu'on ne la centraliserait pas en région pour une tâche donnée de technologie de l'information, puis qu'on ne dirait pas à des allochtones puis des autochtones, ben vous allez faire ça pour le Québec à partir de, je sais pas moi, Bécomo. Puis développer des jeunes autochtones, avec des jeunes allochtones, mais faire ça à partir de Bécomo. Mais ça, c'est une idée ou c'est un projet? Ben, c'est une idée / projet. C'est toutes des affaires qu'on veut faire, mais moi, ce que je veux pas arriver, c'est de dire, ben voici ce qu'on va faire. Moi, ce que je veux, c'est que les communautés autochtones nous disent qu'est-ce qu'elles veulent. Moi, dans mon intuition, le futur, c'est les jeunes. C'est l'éducation, puis pas nécessairement l'instruction universitaire, c'est pas ça, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis moi, tu sais, des stages chez Hydro-Québec, on devrait être capable de faire ça. Puis historiquement, quand Hydro-Québec a installé ce qu'on appelle des campements là, pour opérer ou pour construire, ben on donne des contrats sur l'entretien ménager avec les communautés autochtones puis tout ça. Ben moi, il y a un chef qui m'a dit sur un écran Zoom, là, Madame, ce serait bien que nos jeunes fassent autre chose que de laver des toilettes puis des miroirs. Je te sens en mots. Il a raison. C'est correct de laver des toilettes puis des miroirs. Mais si les jeunes autochtones se disent il y a juste ça à quoi j'ai accès, ça marche pas. Il faut que les jeunes autochtones puissent penser. Alors, bon, bref, ça, c'est un des aspects. Développer des entreprises qui sont les leurs, les aider. Avec les cris, tu sais, quand tu regardes Air Inuit, là, c'est né des ententes de la baie James. Ce sont des pilotes CRI qui pilotent les avions d'Hydro-Québec. Comme beaucoup de monde, je suis allé voir la pièce J'ai mis drôle. J'imagine que tu en as déjà entendu parler. Puis tu sais, c'est un travail exceptionnel, là, ce qu'elle a fait, là, Christine Beaulieu. Puis c'est une œuvre d'art incroyable. Là, puis autant que c'est instructif, que c'est drôle, que c'est bien fait, que c'est tout, là, vraiment. Puis que tu te rends compte aussi de la complexité de ça, puis que c'est nuancé, que c'est pas noir ou blanc, là, tu sais. Mais il y a quand même il y a le constat, justement, avec les communautés autochtones, que dans sur le terrain, justement, en parlant aux gens, il y a encore une blessure, encore une frustration, ça on en a parlé, mais aussi, elle a fait le calcul, à la fin, tu sais, du coût de production du kilowattheure, puis du prix auquel on le vend, puis elle arrive à la conclusion que c'est pratiquement impossible de ne pas être déficitaire. Est-ce que son calcul fonctionne ou comment on explique ça, en fait? Bien, son calcul n'est pas mauvais,
Maintenant, il n'est pas complet. OK. Puis ce qu'on a convenu ensemble de faire, c'est de faire le prochain bout pour fermer la loupe. Puis... parce qu'en ce moment, c'est la réalité, sûr. Mais regarde, fais ça simple. Aujourd'hui, là, le coût marginal de production d'Hydro-Québec est plus grand que le coût moyen. Ça veut dire en termes de gens qui ne connaissent pas l'économie? Je vais faire ça simple. Ça coûte en moyenne, je vais donner un chiffre, mettons. Ça coûte, mettons, en moyenne, c'est pas nécessairement le bon chiffre, mais je vais donner, ça coûte, mettons, en moyenne 4 cents d'approvisionner les Québécois. À la marge, on vient de signer 6 sous avec Apuiat. Donc, le coût de l'installation additionnelle qu'on ajoute est plus élevé que le coût actuel. Donc, par définition, dès que tu ajoutes des consommations additionnelles, tu vas les approvisionner à un coût supérieur à celui du coût moyen. Fait que si tu pousses ton raisonnement au bout, on arrête. On ne consomme plus, on ne fournit plus, on n'augmente pas la consommation. Marche pas. Fait que faut... Alors, quand tu regardes le coût marginal de ton approvisionnement, il faut que ton prix de vente couvre un coût moyen qui s'en va croissant, par définition. Puis ton coût marginal va toujours être croissant. Apuiat, qui coûte 6 sous, qui est une énergie intermittente, coûte à peu près le même prix que la romaine qui est en puissance, qui est là tout le temps. Fait que il y a des comparaisons qu'il ne faut pas tout à fait faire. Fait que toute la job d'Hydro, puis quand j'explique ça, je trouve, moi en tout cas, je trouve ça capotant, là. C'est ce qu'on appelle le bilan énergie-dollar. Énergie-puissance dollar. Alors le bilan, on commence par dire on est en 2021. Puis là, on va prendre l'offre, OK? Tous nos moyens de production. Puis là, on projette là, pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, nos moyens existants, là, ce qu'on a en place. Bon, ils sont où? C'est quoi la puissance? C'est quoi l'énergie? Puis après ça, puis on a des éoliennes. Hein? On achète de l'électricité éolienne. Puis là, tu mets tout ça en place sur le territoire québécois. Puis après ça, tu modélises l'hydraulicité. Parce qu'il y a des années où il pleut, puis il y a des années où il pleut pas. Puis il y a eu des années où Hydro-Québec a eu chaud, puis ça fait pas si longtemps que ça, parce qu'il y avait moins d'eau dans les réservoirs, puis il y avait de la consommation. Fait que tu peux pas dire... Puis là, les réservoirs sont vraiment très riches en eau présentement, là. On a l'équivalent d'une consommation annuelle du Québec en arrière des barrages, là. Okay. Fait qu'on a de l'eau. On a beaucoup d'eau. Bon, c'est le fun, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Fait qu'il y a des cycles. Fait que là, tu modélises ça, tu modélises le vent. Comme dans l'hiver qu'on vient de passer, là, depuis quelques mois, là, il y a beaucoup moins venté qu'historiquement. Fait que ton éolienne, tu dis, ben j'espère qu'elle va venir, là, parce qu'on est en pointe, là, il y a des éoliennes qui ont beaucoup moins produit. Fait que tu modélises tout ça. Bon. Mais ça sonne comme un travail quasiment impossible à faire. Non, c'est impossible, c'est fou. Mais si je voyais les modèles, puis suis-moi. Après ça, tu fais la même affaire avec la demande. On est en 2021. Voici la demande du Québec depuis 10-15 ans. Les résidences, les commerces. Les industries, c'est des gros morceaux. C'est ce qui est plus difficile à modéliser parce que tu le sais pas, une aluminerie, une grève, des pâtes du papier, le cycle. Bon, là, tu dis le faisceau des possibles de la demande. Puis là, par-dessus ça, il faut mettre le plan de transition énergétique. À quel rythme ça va se faire, les autos, sur quelle période, à quel moment. Puis là, tu fais des scénarios. Fait que là, tu as ton faisceau de possibilités d'offres, tu as ton faisceau de possibilités de demande, puis là, ça se croise. Puis là, tu dis, quand je regarde ça, à peu près en 2026, 2027, 2028, ça va me prendre des moyens additionnels en énergie, pas nécessairement en puissance un petit peu plus tard. J'aurai besoin. Donc, on va faire un appel d'offres en éolienne. OK. Puis là, quand tu regardes dans le temps, là, tu dis, OK, comment je vais approvisionner ça? Quels moyens je vais déclencher? Puis à combien ça va me coûter? Et là, tu mets des éoliennes, tu mets du solaire. Avant, tu as mis de l'efficacité énergétique pour faire baisser ta courbe. Puis tu avances dans le temps comme ça. Puis là, tu vois que c'est la gestion de l'optimalité. C'est de l'option qu'il faut qu'on se construise au Québec. Les générations qui nous ont précédés, ils ont bâti bien plus grand que le besoin de l'époque. Ils ont été chanceux en maudit parce que s'ils avaient bâti une hausse à jardin, alors qu'on avait besoin d'une rivière, tu sais. Fait, toute la question de dire le coût marginal, est-ce qu'on a de besoin, c'est sûr qu'on va avoir besoin de moyens additionnels pour produire de l'électricité. Puis ces moyens-là, ça va être d'abord
nous, dans notre consommation, qu'on va baisser, parce que c'est comme si on était un barrage. Puis après ça, ça va être des batteries qu'on va ajouter pour stocker quand on n'en a pas besoin. Ça va être des panneaux solaires. Ça ne sera même pas des panneaux solaires, Dominique, ça va être, tu vas acheter une toiture, puis dans la toiture, il va y avoir le système solaire. Aujourd'hui, on installe des panneaux par-dessus des toits. Ça, tantôt, ça va être archaïque. Mais on est capable d'estimer dans 20 ans quelle va être notre consommation d'énergie. On est capable de faire des scénarios. On est capable de faire... Puis c'est plus ou moins, écoute, c'est l'écart entre... L'univers des possibles est très large. Ouais. Parce que tu le sais pas. C'est pour ça qu'il faut être humble. Il faut être humble. Mais ça fait que dans le fond, c'est ça, c'est tout le temps des prévisions. Mais c'est parce que c'est tellement des projets d'envergure énormes qu'il faut les amortir. Faut les amortir sur un long temps, mais il faut aussi les prévoir d'avance en sacrement. Longtemps, ouais. Parce que tu te reverras pas sur un 10 cents en 10 ans. C'est 15-20 ans. C'est 15-20 ans. Tu te reverras pas sur un 10 cents en 10 ans, ça prend un champ éolien. Là. Non. Ben, éolien, ça va vite, cher. Ça va vite? Non, moi, j'ai déjà vu en tout cas, mais là, c'est sûr, c'est juste comme une fourmi qui voit un pied, là, mais j'ai déjà vu un truck passer avec des pales? Des pales d'éolien à côté de moi, puis quand tu les vois de loin, ils ont l'air petites, là. Non, quand ça passe à côté de toi, là, c'est long en sacre bleu. C'est long comme un Boeing. Ouais. C'est long comme un Boeing. Passer à côté de moi, je sais pas à quel point. J'imagine si c'est rapide, c'est rapide. Non, là. rapide. Moi, c'est juste c'est une des caractéristiques intéressantes de l'éolien. C'est que j'appelle ça flexible et agile. Parce que tu peux... C'est pas un endroit du territoire. Tu peux les disperser sur les territoires en fonction de où est la charge. Puis, c'est pas très long à construire comparativement à un grand barrage. Un grand barrage, c'est 15-20 ans. Des éoliennes, c'est plus court, mais un grand barrage, il y a de la puissance, il y a de la réserve. L'éolienne, il n'y en a pas. Fait que la magie du monde là, qui font ça chez Hydro, c'est de prévoir puis de gérer la globalité. Puis on n'a pas le droit, quand on y pense, là, on n'a pas le droit de manquer notre coup parce que la première mission d'Hydro-Québec, c'est d'assurer la fiabilité du service. Puis les gens voudraient qu'on soit tout le temps ça coche, puis tout le temps juste pas trop cher, juste à temps. C'est comme si on partait tous les trois, là, puis qu'on prenait un avion pour Paris, là. Puis qu'en atterrissant à Paris, là, le pilote disait écoutez, bienvenue à Paris, puis c'est extraordinaire. On est arrivé, il nous reste 1 demi-litre de jet fuel dans Carling. Tout le temps, ouais, c'est ça. Tu dirais, shit, il est fou frette. Ils sont malades. C'est ça, il nous restait 1 kilomètre à parcourir. C'est ça. Ouais. Alors, bienvenue à Paris. Bienvenue à Charles de Gaulle. Alors, c'est un long voyage, fournir l'électricité. Tu pars, là, puis tu peux pas être tête-tête. C'est la responsabilité de construire à l'avance. Mais là, il faut intégrer dans tous les moyens à la disposition d'Hydro-Québec toutes les technologies qui s'en viennent, puis de modéliser quel va être le comportement des gens qu'on a la responsabilité de servir. Énergie en commun, que voulez-vous? C'est ça l'idée. Avec des nouvelles technologies, est-ce qu'il va falloir revoir le nom d'Hydro-Québec? Écoute, moi, c'est une affaire que je ne reverrai pas. Ouais. Parce que la marque Hydro-Québec dans le monde est forte. Ouais. Moi, ce que je pense, là, c'est que, en fait, Hydro-Québec, c'est la seule entreprise qui a tous les Québécois comme clients. C'est vrai. Puis c'est la seule entreprise qui a tous les Québécois comme actionnaires. Les deux. Mais c'est pas tous les Québécois qui voient ça d'un bon œil. Je le sais, puis c'est là-dessus que je veux travailler comme une folle. Parce que, qu'est-ce qu'ils voient pas? Mais, à ton avis, aide-moi. Parce que quelqu'un qui a... dirait par exemple, c'est un monopole, ça veut dire qu'ils peuvent charger les prix qu'ils veulent, ça veut dire que si, ça veut dire que ça veut dire que le gouvernement peut s'en mettre plein les poches, ça veut dire plein d'affaires, tu sais, puis on les entend, ces arguments-là. Mais quand on les entend, moi, je veux les avoir, ces conversations-là, parce que non, on ne peut pas charger le tarif qu'on veut. C'est un tarif qui est régulé. Présentement, il y a une loi qui est en place qui dit que le tarif va augmenter à l'inflation jusqu'en 2025. En 2025, la Régie de l'énergie va regarder la justesse des coûts encourus, va réétablir le tarif pour voir si tout est correct. Fait, aux 5 ans, il va y avoir un reset. Fait, non. Puis un monopole, c'est un monopole. Tous les actifs de distribution ou d'électricité ou de gaz naturel à travers le monde, ce sont des monopoles. Fait qu'il faut qu'ils soient régulés. Puis pourquoi c'est des monopoles? Parce que tu peux pas mettre 2 lignes de transmission d'électrique côte à côte, ça se paye pas. Fait, mais quand tu le prends,
Là où j'ai catché quelque chose, j'ai compris quelque chose il y a quelque temps. Tu peux dire catcher. Mais j'ai compris. Non, mais j'essaie d'avoir un français le plus nickel possible. On n'a pas un français nickel, nous. Non, on s'en fait le podcast, on n'est pas nickel. Mais tout ça pour dire que quand les gens ont l'impression que c'est mieux qu'eux aient l'argent dans leur poche plutôt que le gouvernement, ben là, on s'éloigne d'un objectif. Puis je vais vous donner un autre exemple. Puis c'est une espèce de tabou dont on n'est pas supposé parler. Okay. Et puisqu'on est dans votre sans-filtre, puisqu'on est dans votre sans-filtre, c'est excitant. Jason de ça. Ouais. Les tarifs d'électricité. Il y a des gens qui disent, puis on a les tarifs résidentiels les moins chers en Amérique du Nord. OK? On part de ce principe-là. Moi, je vous soumettrais que c'est une tarification qui sied aux riches. Parce que si je suis riche puis que je consomme beaucoup, je paye le même prix sur une base de kilowattheure que la personne qui en consomme peu. Ouais. Fait que je peux avoir une maison accrochée sur la montagne à Westmount, un chalet de ski à Tremblant, puis une maison sur le bord du lac Magog. Puis moi, l'électricité, pas de problème. Juste mes lumières allumées quand je pars du chalet. Ça peut être ça. Ça me dérange pas. Ça peut être, je peux avoir... Juste parce que je peux. Non, mais je peux avoir une entrée d'asphalte chauffante. Puis je dis pas que c'est bon ou que c'est pas bon. Notre tarification, c'est pas tellement le tarif comme tel, c'est la manière dont il est fait. Ouais. La manière dont le tarif est fait, si quelqu'un demande beaucoup de puissance à l'intérieur de son tarif, toute la puissance dont je te parle tantôt n'est pas dans le tarif. Fait il y a une idée qui a flotté pendant plusieurs années de dire on devrait augmenter le tarif d'électricité au Québec, envoyer des crédits d'impôt à ceux qui ne sont pas capables de payer l'augmentation, puis de charger le prix de ce que ça vaut, puis que les riches qui consomment beaucoup, ben, généreraient plus de revenus au gouvernement. Ouais. Mais là, les gens disent « Wow, minute, je vais-tu l'avoir, le break du gouvernement? » Fait que j'aime autant avoir le tarif pas cher dans ma poche, puis moins de revenus au gouvernement. Fait que politiquement, c'est compliqué. Quand on parle de... Écoute, l'énergie, là, c'est loadé politiquement, c'est loadé socialement, mais quand tu penses à ça, tu veux, comme consommateur, comme actionnaire, avoir un signal de prix qui va te faire la bonne affaire. Fait que tout ce que je discute avec vous autres depuis tantôt en disant je vais Hydro-Québec déployer des mesures, je vais payer 3 cents quelqu'un pour qu'il consomme mieux. Mais si le tarif était juste un petit peu plus élevé, tu consommerais moins, je ne serais pas obligé de te payer pour l'argent monter au gouvernement. Tu comprends? Tu prendrais la décision toi-même de réduire ta consommation. C'est ça, comme il se fait. Mais si tu t'en vas en Europe, vous l'avez vu, là, tu t'en vas dans un petit hôtel en Europe, il fait noir là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Tu embarques dans l'ascenseur, la lumière ouvre, tu sors de l'ascenseur, la lumière ferme. Tu arrives dans le corridor, la lumière ouvre, tu rentres dans ta chambre, la lumière du corridor ferme. Puis si tu n'as pas ta carte pour mettre dans ta slot pour ouvrir l'électricité, tu peux pas ouvrir l'éclairage. Tu sais. Parce que ça coûte cher. Mais ça vaut cher. Ben, là, on n'est pas en train de partir la mouvance. Hydro-Québec va augmenter ses tarifs. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que tout est dans tout. Hein? On se disait ça tantôt. Fait que tu peux pas avoir une énergie propre, renouvelable, tout le temps disponible, pas cher. Ça, là, ça n'existe pas. Fait qu'il y a toujours un coût aux choix qu'on fait, puis ce sont des choix qui sont fondamentaux pour la suite des choses. Puis le boulot d'Hydro-Québec, c'est de faire en sorte que on va être là pour approvisionner le Québec, le faire le moins cher possible, mais j'ajoute à ce mandat-là la nécessité d'expliquer comment ça marche. Est-ce que ça a déjà été discuté, un tarif qui augmenterait selon la consommation? Il y a des tarifs par individu? Il y a des tarifs qu'on appelle progressifs, mais sur la base même... parce que ça, c'est un bon incitatif. C'est la puissance. C'est comme une industrie. Plus quelqu'un consomme un niveau d'énergie stable, plus son tarif est faible en industriel. Parce que vous, le nerf de la guerre, c'est encore une fois, c'est les pics. Là. Ah, c'est effrayant. Ça coûte la peau des fesses. Ça coûte vraiment très cher. Puis c'est pour ça qu'Hydro-Québec avait fait un tarif biénergie sur l'île de Montréal, en fait partout au Québec, mais notamment sur l'île de Montréal. Mais ils ne l'ont jamais expliqué. Fait que quand ils ont dit on l'enlève, là, c'est correct, là. C'est correct.
C'est qu'on est en train de travailler avec Énergir à la demande du gouvernement, puis il fait bien ça. Au Québec, on a 2 grands réseaux de distribution électrique, 2 grands réseaux de distribution énergétique, un électrique puis un gaz naturel, des infrastructures. Puis ça donne que Hydro-Québec appartient au gouvernement, puis Énergir, l'actionnaire majoritaire, c'est la Caisse de dépôt. Fait qu'à quelque part, on est proche de ça. Fait qu'on veut électrifier davantage les bâtiments. Aujourd'hui, ces bâtiments-là, il y en a 100 quelques mille qui sont à gaz naturel. Pourquoi? Parce que le gaz naturel coûte moins cher. Fait que si le gaz naturel était plus cher, il serait électrique. Mais le gaz naturel est moins cher. Puis ça va être comme ça pendant un bout de temps si tu laisses comme ça. Fait que les gens sont à gaz naturel. Mais on veut que les bâtiments réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment on fait ça? Fait que comme on est des joueurs, appelons ça co-sanguins, puis qu'on est dans le mieux-être collectif, on s'est assis ensemble puis on a dit... Comment on fait ça? Alors, l'idée, c'est que sciemment, Énergir va travailler avec les délégués commerciaux d'Hydro-Québec pour dire aux clients, quand la fournaise arrive à durée de vie utile, vous allez transporter vos volumes de gaz naturel en base à l'électricité. Mais on va garder la pointe à gaz naturel. Fait qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il va se consommer 70 % de moins de gaz naturel. Ils vont passer à l'électricité, mais on ne prendra pas la charge de pointe. On va la laisser au gaz naturel. Fait que si on était jusqu'au boutiste puis qu'on disait il ne faut plus qu'il y ait de gaz naturel, il ne faut plus qu'il y ait d'énergie fossile, d'abord, les gens ne viendraient pas parce que ça coûte plus cher. Fait qu'il faut qu'il y ait une démarche commune pour inciter les clients à avoir le bon comportement. Puis après ça, si on veut que ce soit au moindre coût possible, parce que si le tarif augmente, on va en amener encore moins parce que ça va coûter encore plus cher d'en amener. Fait que l'intelligence, là, c'est de mettre nos énergies en commun. Je reviens là-dessus, là, c'est pas pour rien que ça s'appelle de même, parce que c'est l'énergie comme telle, les BTU, mais c'est l'énergie humaine, c'est l'énergie financière. Puis, en anglais, ils disent « all hands on deck ». Il faut tout qu'on mette nos petits morceaux ensemble. Puis si on met tous nos petits morceaux ensemble, on va réussir. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va le faire sans mettre un coût indu à l'économie. Je change de sujet, là. Oui. Je sais que vous avez soumissionné pour approvisionner une partie de la ville de New York en énergie. Oui. Puis que vous faites mettre des bâtons dans les roues par certaines compagnies américaines, mettons. Là. Est-ce que ce dossier-là, j'avais entendu une entrevue il y a un mois, où est-ce que tu semblais très irrité par la situation? Est-ce que ça a bougé ou c'est encore au même point? En fait, il y a 2 projets, Charles. Il y a un projet, le projet de New York, c'est le projet le plus récent. Okay. Puis il y a un projet Maine, Massachusetts. Alors, en 2018, Hydro-Québec a signé avec le Massachusetts un contrat d'exportation. Le Mass a été un des premiers États dans le nord-est américain à se donner des objectifs très, très rigoureux puis très ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce coin-là du monde, l'électricité est faite à partir de centrales qui utilisaient à l'époque du mazout et du gaz. Maintenant, c'est surtout du gaz, mais c'est des centrales qui utilisent de l'énergie fossile. Puis eux autres, leur objectif, c'est que leur électricité soit décarbonée très rapidement. Donc, Hydro-Québec a signé un contrat en 2018. Maintenant, là, tu as un client au Massachusetts. Ça te prend une ligne pour te rendre là. Je te fais une longue histoire courte. Il y a un tracé à travers le Maine. Il y a un partenaire qui est Central Maine Power pour construire la ligne. Puis là, tu embarques dans un processus réglementaire. Fait que d'abord, tu as gagné un appel d'offres. OK? Il y a beaucoup de monde là-dessus. Puis après ça, tu as un processus réglementaire. 33 mois. On a reçu tous les permis. Puis le dernier, ça s'appelle le permis présidentiel pour commencer à construire. Il y a beaucoup de gens qui veulent de l'hydroélectricité du Québec. Il y a des gens qui n'en veulent pas. Ceux qui n'en veulent pas, c'est ceux qui opèrent des centrales de production d'électricité à gaz naturel aux États-Unis. Parce que là, eux autres, ils ont un modèle d'affaires qui vous êtes un compétiteur. Un compétiteur. Puis, mais moi, je me suis pas imposé aux États-Unis. Là. Ouais. Le Massachusetts a décidé qu'il n'avait plus de ces centrales-là. Fait que, mais eux autres, ils ont combattu le Massachusetts. Ils n'ont pas réussi. Massachusetts a fait son appel d'offres. Puis ça n'avait pas été nous autres, ça aurait été une autre entreprise de production d'électricité renouvelable qui aurait gagné. Mais ça aurait été moins peurant pour eux autres parce que ça aurait été de l'éolien et ou du solaire qui est intermittent. Puis là, tu as toujours besoin d'une centrale. Compenser avec la centrale. Exactement. Vous avez tout pigé. Alors là, que nous autres, on arrive, on est vert, on est concurrentiel, on est là tout le temps. Fait que c'est fatigant. Fait que c'est eux autres qui sont très agressifs. Puis là, on est aux États-Unis, puis moi, je découvre un peu ça. Je pensais... Ça joue plus dur?
Ah, ça se compare pas. Ben, tu as vu la politique américaine, c'est exactement ça. Alors là, eux autres, ils financent des groupes qui se disent environnementalistes pour dire que c'est effrayant que ce soit Hydro-Québec. Puis là, ils attaquent la manière dont on construit, dont notre partenaire construit la ligne de transmission, qui a tout passé les autorisations environnementales, puis les autorités du Maine, puis tout. Alors, ces gens-là, ils lancent des recours. Ils ont initié un référendum. On s'en va au référendum. Un groupe environnementaliste qui raboute Hydro-Québec, mais financé par... mais qui accepte l'argent d'une centrale de gaz naturel. Ça fait du sens, ça. En tout cas, c'est... Puis écoute, c'est une technique... ils ont 2-3 compagnies là-dedans. C'est une technique connue. Ils l'ont fait... Nextera l'a fait en Californie. Ils perdent l'appel d'offres. Ils perdent le projet. Fait qu'ils essaient d'attaquer le projet dans son processus réglementaire. Puis quand ça marche pas, là, ils s'en vont. Puis ils vont mobiliser du monde. Puis ils disent, on va faire un référendum. Fait que ce que ça fait, c'est que le projet va finir par se faire. Mais il coûte beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus long. Puis pendant ça, là, ils continuent d'opérer. Ils ont été extraordinaires, etc. Ils ont été trouvés, d'ailleurs, coupables parce que il y a des gens qui voulaient développer des mesures d'efficacité énergétique en Floride. Nous autres, en Floride, des mesures d'efficacité énergétique en Floride. Puis autant nous autres, on est pour, autant les autres étaient contre parce qu'ils vendent de l'électricité là-bas puis ils se disent, moi, je veux mon bottom line. Tu sais, deux philosophies. Alors, ils étaient contre les mesures d'efficacité énergétique. Puis ils étaient contre parce que les gens disaient, il faut que ce soit la compagnie qui assume ça, parce que quand tu consommes moins d'électricité, ton tarif par unité, théoriquement, augmente. OK? Parce que tu as moins compensé, tu as les mêmes coûts, tu as moins de volume pour les ventes, fait qu'il faut que tu vendes plus cher. Alors, Nextera ne voulait pas ça. Fait qu'eux autres, ils ont convaincu un groupe de gens de peau noire de s'opposer à ça, puis de dire ça va être mauvais pour les Noirs. Fait qu'ils ont financé ce groupe-là. Les gens ne savaient pas trop pourquoi ils s'opposaient. Ils ne savaient pas trop pourquoi c'était mauvais pour eux. Ils étaient manipulés, complètement manipulés. Puis Nextera a été trouvé coupable de ça. En tout cas, bon, bref. C'est malheureux, mais c'est ça. Fait que oui, ça mérite. Ça me met en maudit parce qu'il y a des entreprises qui sont dans le domaine des énergies fossiles qui sont très progressistes, puis qui sont en train de se développer, puis notamment qui développent le gaz naturel renouvelable, puis qui méritent d'être encouragés. Puis on fait un gros bandwagon des énergies fossiles comme... Mais c'est 2-3 compagnies extrêmement puissantes, etc. C'est immense, là. Puis Calpine aussi. Puis Calpine, ça m'a maudit parce que un de leurs grands actionnaires, c'est un fonds de pension canadien. Puis le fonds de pension canadien, ben il place l'argent des Canadiens dans une compagnie qui frappe indûment une autre compagnie canadienne qui essaie de faire juste de l'exportation d'énergie renouvelable demandée par un État. Fait que donc c'est ça. Fait que là, New York, c'est une autre affaire. New York, là, il y a le projet de ligne est déjà autorisé. Il reste à le construire. Puis là, on a soumis une offre. Mais on a soumis une offre à un prix qui fait du sens pour le Québec. Parce qu'on en a besoin au Québec. Fait qu'il faut qu'on la vende à un prix qui est intelligent pour nous, puis qui va faire en sorte que ça va être mieux de faire cet argent-là, puis de le réutiliser dans les coffres québécois pour faire d'autres choses, que de prendre cette électricité-là et la transformer chez nous. Fait que c'est tout ça. C'est le fun, hein? Mais oui. Vous aimeriez ça travailler chez Hydro? Sans doute. Ça dépend dans quelle capacité. Mais... Non, mais c'est... Vous avez besoin de podcasteurs chez Hydro. On en a. On a 2 YouTubers maintenant. Ah ouais? On a 2 jeunes YouTubers, ouais. Thomas puis Zoé. Ah ouais? Ouais. On s'est dit, il faut qu'on parle au monde. Fait qu'on a engagé 2 YouTubers. En tout cas, tout ce qu'on a dit depuis tantôt, des choses que je savais pas nécessairement. Puis que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas au courant non plus et qui nous écoutent. T'sais. Fait que c'est un bon... ça semble être une bonne direction, là. Ben écoute, c'est fascinant. Puis encore une fois, moi, j'invite tout le monde, là, à vous rapprocher d'Hydro-Québec. Puis notre boulot, c'est de se rapprocher de tout le monde, individuellement. Et en s'ancrant dans les différentes communautés. Puis c'est ça le boulot. Moi, c'est le rêve que j'ai de mon passage chez Hydro. C'est que un jour, là, tu as une calotte LA. C'est qu'un jour, tu as une calotte juste avec le signe d'Hydro. Le cul d'Hydro. Ils sont belles en plus. Ouais. Non, c'est vrai. Si vous en faites des comme ça, j'en ai acheté un. Non, mais on en a. la merch Hydro. On achète la merch. Non, mais ils sont belles.
C'est de valeur, j'aurais pu en apporter. Non, mais c'est et quand tu parlais de la marque Hydro-Québec tantôt, tu sais, à un moment donné, Nike, elle a plus besoin d'écrire Nike sur sa balle. Hein, il y a juste le petit crochet. Ouais. Hydro-Québec, à mon avis, est à la même place. Tu as juste à mettre le crochet, tu le sais que c'est. Tout le monde connaît c'est sûr que oui. La marque est bonne. La marque est belle. Fait que c'est... Ben, merci. Puis, tu sais, merci à vous autres. C'était le fun. C'était vraiment le fun. Ben oui, vraiment. Fait que c'est des beaux défis qui t'attendent quand même dans les prochaines qui années. nous attendent. Puis écoute, une équipe, c'est une grande équipe, là. On est 20 000 là-dedans, là. Ouais, c'est ça fait du monde, hein. Mais puis là, mettons quelqu'un qui nous écoute qui veut s'informer plus ou, tu sais, j'imagine, apprendre plus sur l'efficacité énergétique. J'imagine que sur le site d'Hydro-Québec, il y a tout ça. Oui. Puis si vous voulez commencer quelque chose de le fun, je reviens là-dessus, énergieencommun.ca. Allez lire là-dessus, répondez au sondage. Puis si vous avez des idées, n'importe quelles, il n'y a pas d'idées folles, écrivez-la nous. Puis on va faire quelque chose avec. Puis, rapide question, là, juste pour terminer, parce que tu sais, on a parlé tout le long du podcast de réduire sa consommation d'énergie, mais c'est quoi, mettons, concrètement, les actions les plus faciles puis qui ont le plus grand impact sur la réduction, mettons, qu'un citoyen moyen peut faire facilement? Toute la consommation. C'est pas juste la consommation de ton électricité en ouvrant. Toute la consommation que tu fais. Juste moins consommer, point. Juste moins consommer. Ou consommer conscient de ce que tu fais. Puis, ils s'enlivrent des petits paquets, là. Ben oui, ça n'a pas de sens. Puis ces petits paquets-là, là, ils sont pas tout électriques encore, là. Fait que s'il y a des entreprises qui ont des véhicules électriques, mais qui te chargent 1,5 piastre de plus pour livrer ton petit paquet, si tu es capable de payer la pièce, paye ton petit paquet 1,5 piastre de plus. Mais si tu n'es pas capable, c'est correct. Mais c'est tout ça, là. Ou si tu dis, ben garde, je vais faire venir ça, puis la semaine prochaine, je vais faire venir l'autre affaire. Fais donc venir toute l'affaire en même temps, parce que le camion va venir 2 fois. Ouais. C'est tout. J'étais justement avec Thomas dans un podcast en début de semaine. Puis il disait, j'ai de l'espoir comme jeune que les grandes entreprises vont faire leur part. J'ai dit, Thomas, il faut que chacun de nous fassions notre part. Il faut que chacun de nous comprenions. Tu sais, notre téléphone, là, le téléphone intelligent, là, c'est chargé d'énergie, ça, là. Ouais. Sans bon sens. Puis c'est pas l'électricité. Oui, l'électricité quand tu te connectes, là, mais c'est chargé d'énergie, là. Tous les matériaux qui vont là-dedans, toute la technologie qui est là-dedans. C'est correct, c'est le fun. C'est une bonne idée de le changer à tous les 12 mois, moins. Oui, c'est ça. Super. Hey, j'ai été vraiment ravie de faire votre connaissance, à vous trois. Parce qu'il y en a un qui ne parle pas, là, mais il fait tout. Est-ce que tu as une question où tu veux ajouter ta touche, moi? Un petit bonjour. Vite de même, non. En fait, non, on dirait que j'ai pas pensé à mon affaire. Vraiment. Je suis un peu pris par surprise. Ouais, c'est ça. Cool. Bienvenue dans ma vie. Exact. Mais ouais, j'y repenserai. Okay. Super. Bon, c'est correct. Alors, merci beaucoup. Ça a été très chouette. J'ai passé un beau moment. Tout à fait. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast, et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversation, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon, où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordés pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.